Ça, déjà, ça devrait faire très peur aux gens. Je suis rarement effrayé. Si les gens n'ont pas peur quand ils entendent ça, c'est qu'ils comprennent pas bien ce qui est en train de se passer dans ces systèmes. Mais là, en ce moment, il y a un truc qui me terrifie en particulier. Ce sont les démonstrations de cyberattaques via ChatGPT. Il faut qu'on s'arrête parce que sinon on est très mal. Il y a une bombe à retardement derrière ces nouveaux outils. Il y a 25% de chances d'extinction de l'humanité d'ici combien de temps? Ayman, on annule tout. Vas-y, on remballe les banderoles, les pancartes. L'argent généré par le cybercrime est plus grand que l'argent généré par les GAFAM, quoi. Ouais. Non, mais les gens imaginez le délire. En fait, il suffirait d'une seule chose qui va pas bien, d'une seule chose qu'on n'a pas anticipée, et on est tous foutus. Pour les gens qui ont le plus recherché le problème, la chance d'extinction humaine par l'intelligence artificielle, c'est quelque part entre 10 et 90% de chance. Destroy humanity. Bon allez messieurs, on recommence le live? C'est parti. On était pas en live là? Si, j'ai recommencé, j'ai coupé, j'ai relancé, j'ai remis le générique, j'ai parlé pendant le générique, c'était n'importe quoi. Donc messieurs, je suis bien content de vous avoir en live pour un live fantastique ce soir. Donc on avait déjà fait un live avec Contradico et le futurologue, donc Shaman qui est ici présent. Donc on va essayer de pas trop faire de redites si ça vous va. Mais voilà, on va parler donc des risques existentiels liés à l'intelligence artificielle. Allez, on refait un bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Tu te présentes Maxime rapidement? Eh bien, moi, je m'appelle Maxime. J'ai bossé dans l'IA pendant une dizaine d'années. Donc, à l'époque, ça s'appelait plutôt machine learning que IA. Je me suis spécialisé en deep learning autour de 2014-2015. Donc, des réseaux de neurones profonds, le même type de technologie qui est derrière ChatGPT en ce moment. Et j'ai un peu retourné ma veste en 2023 avec la sortie de GPT-4 où je me suis rendu compte que le progrès était extrêmement rapide et que du coup il fallait commencer à se poser des questions sur ok, si on arrive à créer ce qu'on est en train d'essayer de créer rapidement, qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi à ces questions et je me suis rendu compte que les réponses c'est des trucs potentiellement catastrophiques. Donc j'ai décidé de me convertir dans la sécurité de l'IA. Qui est là, les gens qui sont en train de réfléchir à toutes ces problématiques de danger qui viennent de l'IA, comment est-ce qu'on empêche les catastrophes de se passer. Et j'ai rejoint l'association Pause AI, qui a été créée aux Pays-Bas l'année dernière, et qui demande de mettre en pause le développement des IA les plus dangereuses. Et j'ai créé la branche française de cette organisation, ça doit être en mai de cette année. Voilà, une petite introduction. Et Posia, c'est une association qui a combien de temps à l'international? Un an, elle a été créée en un peu plus d'un an, je pense qu'elle a dû être créée en mai 2023. Et tu sais par qui elle a été créée? Ouais, donc ça a été créé par Joep Mendersma. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, il y a GPT-4 qui est sorti, et d'un seul coup, il y a plein de gens qui ont ouvert les yeux sur ce qui est en train de se passer dans ce domaine. Donc entre autres, on a eu Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, qui sont deux des pères fondateurs de l'IA, qui ont soudainement pris conscience de la rapidité du progrès et des implications. Donc Geoffrey Hinton a démissionné de son poste à Google pour sonner l'alarme. Yoshua Bengio s'est converti aussi dans la sensibilisation, la prévention des risques. Et il y a plein d'initiatives qui se sont lancées, dont Joep aux Pays-Bas qui a décidé je vais arrêter de juste ne rien faire et je vais créer une association pour demander une pause dans le développement des modèles d'IA les plus dangereux. Donc voilà comment ça a commencé. Et maintenant, c'est une communauté qui doit environ, j'ai pas regardé les chiffres récemment, il doit y avoir environ 2500 personnes dans une communauté de Discord avec quelque chose comme 200 à 300 volontaires. Et en France c'est plus récent, on a un an de retard. Et on est une vingtaine avec une dizaine de bénévoles très engagés. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment tout récent, quoi. C'est vraiment une petite asso toute récente. Et toi, le futurologue, alors, Shaman? Petite présentation rapide, parce qu'on commence un petit peu à te connaître sur la chaîne. C'est ça. Je suis un intervenant régulier maintenant. Bah ouais, carrément. Donc je m'appelle Shaiman et je suis vidéaste et podcasteur sur les enjeux de l'intelligence artificielle sous les pseudonymes Le Futurologue et Le Futurologue Podcast. Et j'ai rejoint l'association Posia il y a plus ou moins 2 mois, en réalité dès le départ. Et je m'occupe principalement de la stratégie réseaux sociaux de l'association. Alors qu'est-ce qui diffère entre un cerveau humain et un cerveau, avec un réseau de neurones comme GPT? Qu'est-ce qui diffère et qu'est-ce qui est semblable? Alors l'architecture est complètement différente. Donc je pense qu'on devrait prendre un petit peu de recul et déjà adresser ce qui peut être extrêmement controversial pour beaucoup de gens, j'imagine, qui écoutent ça et qui n'ont pas la même façon de penser. Donc déjà, il y a la question, est-ce qu'il y a vraiment une forte analogie entre les réseaux de neurones artificiels et notre cerveau?
qui justifie de parler de rêve, par exemple, quand on parle d'un réseau de neurones artificiels. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a quelque chose de très spécial avec le cerveau humain ou juste avec l'humain et qui vont attribuer des qualités presque mystiques à la pensée, au rêve, etc., qui ne voient pas ça comme la manifestation d'une activité physique dans notre cerveau. Tout dépend de l'abstraction à laquelle on se place. C'est-à-dire que le cerveau humain, on peut l'imaginer à différents niveaux d'abstraction. Un certain niveau d'abstraction, on peut se dire, si on se met à l'échelle de l'atome, on peut se dire c'est genre une masse d'atomes qui interagissent entre eux, etc. Et on a du mal à en tirer des conclusions. Ensuite, on peut aller au niveau au-dessus et on se dit, il y a des neurones qui envoient des signaux, etc., qui créent un espèce de réseau physique, comme ça, où il y a de l'information qui se propage. Donc, il y a de l'information qui rentre dans le cerveau par les capteurs. Donc, de ce point de vue-là, on est une espèce de machine qui processe de l'information et qui l'utilise pour se déplacer, etc. On pourrait avoir un niveau d'abstraction où on se dit, en fait, notre cerveau, c'est un ensemble de paramètres qu'on pourrait mettre dans un fichier Excel, par exemple. Donc voilà, selon le niveau d'abstraction auquel on se place, ça peut être beaucoup de choses et on peut voir beaucoup d'analogies. Donc on pourrait dire, par exemple, si on reste au niveau d'abstraction moléculaire ou atomique, on peut dire, c'est complètement différent parce que le cerveau humain est basé sur des atomes de carbone et alors que les machines qu'on crée, le substrat, c'est du métal. Donc voilà, ça n'a rien à voir et c'est pas du tout la même chose. Mais peut-être que c'est pas un niveau d'abstraction très pertinent. Oui, tout à fait. Ouais. C'est peut-être que l'échelle du neurone est plus pertinente, quoi. La clé, c'est est-ce qu'il existe un niveau d'abstraction dans la représentation du cerveau humain qui correspond bien à un niveau d'abstraction dans les réseaux de neurones qu'on est en train de créer. Je pense que c'est pas le cas pour le moment. Je voulais savoir pour toi, quel était le niveau d'abstraction qui est le plus judicieux de prendre en compte pour faire le lien entre les deux, quoi, entre le cerveau humain et les réseaux de neurones informatiques. Je pense que déjà, il n'y aura pas de ce qu'on appelle, en gros, ce qu'on est en train de chercher quand on réfléchit comme ça, on appelle un isomorphisme en mathématiques. C'est une fonction qui permet de trouver une correspondance entre deux structures différentes. Si on arrivait à trouver un isomorphisme entre le cerveau humain et un réseau de neurones artificiels, alors on pourrait à peu près... il y aura certains caveats philosophiques, il y a des gens qui ne seraient pas d'accord, mais si on arrivait à faire ça, on pourrait démontrer d'une certaine manière que les deux sont équivalents et au moins en termes de conscience comportementale, le réseau de neurones est équivalent au cerveau humain. Et on pourra aller plus en détail sur ce que je veux dire par là. Mais je pense que ça, on ne pourra jamais le faire parce qu'on n'est pas en train d'essayer de créer des systèmes qui, justement, reproduisent un humain. On crée des systèmes qui sont très différents. Par exemple, si on prend l'exemple d'un LLM, d'un modèle de langage à la ChatGPT, c'est pas... on a que ce qu'on appelle un forward pass. Donc, en gros, l'information ne transite que dans un seul sens dans ce réseau de neurones, alors que dans le cerveau humain, on a des boucles dans tous les sens. Oui, le GPT ou le LLM, on lui donne un prompt, donc on lui donne une instruction, un texte, et comme tu dis, ça va dans un seul sens, et c'est traité par plus ou moins tous les neurones du LLM, et ça donne un résultat qui est un résultat texte, ou éventuellement un autre résultat de type audio ou image, quoi. Oui. Alors ouais, c'est pas si clair que ça, parce que selon, encore une fois, si on change un peu de niveau d'abstraction, on trouve des boucles aussi dans le LLM. Donc, par exemple, en gros, la façon dont ça marche, les LLM modernes, on envoie le texte mot par mot, et il y a un mécanisme d'attention, c'est-à-dire qu'en fonction du mot que le système est en train d'analyser, le réseau de neurones va porter son attention sur d'autres mots dans les phrases qui entourent celui-ci. Donc il peut y avoir des espèces on peut visualiser ça comme des petites boucles qui se créent à l'intérieur, mais globalement, ça reste quand même un système qui va d'une entrée vers une sortie, et c'est tout, et ça s'arrête. Donc on a développé dans les LLM des petites boucles de rétroaction, d'une certaine façon, pour que le LLM ait plus d'attention, porte plus une attention à ce qu'on lui a dit, c'est ça ? C'est ça, j'ai jamais trop réfléchi à la question, est-ce qu'on peut considérer que ça crée une boucle à l'intérieur ? Mais voilà, le mécanisme de l'attention dans le LLM, c'est une couche. Donc les réseaux de neurones, ils sont en général organisés par couches, c'est-à-dire qu'on va avoir une première couche de neurones qui est connectée directement aux inputs, à ce qu'on envoie en entrée.
Et ensuite, on va avoir derrière ça une deuxième couche de neurones qui est connectée à la première couche de neurones, etc. Et le mécanisme de l'attention, ça permet d'avoir à un moment une couche qui, selon ce qu'elle reçoit, va pouvoir dire « Ok, je veux renforcer l'attention, donc le poids l'importance qui est accordée à certains des inputs. » Donc, en l'occurrence, si c'est une phrase, certains mots dans une phrase vont être sélectionnés selon le mot qui est en train d'être traité actuellement. Donc il y a potentiellement, bon, on n'est pas sûr, tu dis, mais en tout cas il y a de l'attention dans les LLM. Ces boucles, on pourrait éventuellement dire, et là je m'engage peut-être un peu, hein, tu me diras si j'ai des grosses bêtises, que c'est éventuellement un genre de mémoire à court terme du LLM. Et je vais te poser la question, est-ce que les LLM ont une mémoire ? Donc ce serait vraiment une mémoire à très court terme pour le coup si on parle de ces boucles-là. Donc pas vraiment, je pense que ça m'a pas vraiment avec l'idée qu'on se fait de mémoire en tant qu'humain, plutôt quelque chose comme là, quand je suis en train de prononcer les mots de cette phrase de façon complètement inconsciente, les mots précédents que j'ai prononcés influent énormément le mot suivant qui va sortir, mais c'est vraiment un phénomène complètement inconscient. Je suis pas en train d'analyser tous les mots dans ma tête que je suis en train de dire. Ouais, c'est vrai que les mots nous viennent instinctivement. Quand on veut dire quelque chose, on réfléchit pas à chaque mot qu'on va dire. Ce qui est quand même assez fantastique d'ailleurs quand on y pense. Donc là, il est en train de se passer un truc en ce moment où on a des fenêtres de contexte de plus en plus larges pour les LLM. Donc la fenêtre de contexte, c'est la quantité de texte qu'on peut donner au LLM avant qu'il, pour le coup, qu'il perde la mémoire. C'est-à-dire que comment est-ce que ça marche ? On peut balancer, disons, 10 000 mots à un LLM et ça constitue sa fenêtre de contexte. Donc il peut prendre en compte que ces 10 000 mots-là. Et c'est un petit peu sa mémoire. C'est-à-dire que si on peut techniquement pas lui donner un texte plus long, c'est limité là-dessus. Donc les mots qui sont avant ne peuvent pas être pris en compte. Et aujourd'hui, Gemini, il parle de 1 méga token, je crois, un truc comme ça. 2 millions de tokens. Donc maintenant, la fenêtre de contexte pour Gemini, elle est à 2 millions de tokens. Donc c'est à peu près un livre de 1000 pages, 2 millions de tokens, grosso modo. Hein. Ouais, un gros livre, on peut lui donner en... Ouais, grosso modo, un gros livre, quoi. Ouais. Et qu'elle peut traiter, c'est ça, je vais repréciser ça, que le LLM prend en compte en une seule fois, quoi. C'est ça, en une seule fois. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a des phénomènes de ce qu'on appelle in-context learning, que avant d'avoir des grosses fenêtres de contexte, globalement, le modèle de langage, il apprend... il y a sa phase d'entraînement où on lui donne plein de textes et là, il apprend des choses. Et ensuite, quand on l'utilise, il ne fait que restituer ce qu'il a appris d'une certaine manière. Alors que là, avec des fenêtres de contexte très larges, on se rend compte qu'on peut lui apprendre plein de choses dans son utilisation. C'est-à-dire que si on lui... une expérience, ça peut être d'essayer de lui apprendre un langage qu'il ne connaît pas. Si on prend un langage qui existe, mais sur lequel le LLM n'a pas été entraîné, et qu'on lui donne un petit livre qui explique la grammaire de ce langage, d'une liste de vocabulaire, etc. Ensuite, dans la même fenêtre de contexte, on peut lui poser des questions et lui demander comment est-ce que tu traduirais telle phrase qui n'est pas explicitement dans le livre de grammaire qu'on lui a donné, le livre de vocabulaire. Et on se rend compte que le modèle est devenu capable de faire de la traduction. Donc il a appris juste dans sa fenêtre de contexte, il a appris un nouveau langage. Ouais, ça constitue ça une forme de mémoire qui, je pense, est plus représentative de la mémoire à court terme humaine que ce dont on parlait avant avec les toutes petites boucles d'attention. Alors, si je peux me permettre une analogie, et tu me diras si elle est fausse, les modèles de langage comme GPT, ils ont une grosse phase d'entraînement qui peut durer plusieurs semaines, je crois, qui demande énormément d'énergie. C'est une phase pendant laquelle on leur donne énormément d'informations, un volume d'informations qui est plus ou moins équivalent à la quantité de texte qu'il y a sur la totalité d'Internet. Ça, c'est l'entraînement de l'intelligence artificielle. Et une fois qu'elle est entraînée, elle est entraînée. On n'y retouche plus. Et ce que tu viens de dire, c'est que la fenêtre de contexte de plus ou moins 1 million de mots, en fait, en gros, on pourrait lui donner, c'est comme si on donnait à un humain un bouquin, un dictionnaire français vers une autre langue, et que d'un seul coup, le LLM, il est capable de parler cette langue-là. Alors qu'il a juste le truc entre les mains à l'instant, quoi. Ouais, voilà, c'est extrêmement difficile pour des humains, mais par contre, parce qu'on a des limitations qui sont très différentes. Par contre, les humains le font très bien pour des textes beaucoup plus courts. Qu'est-ce qui est impressionnant dans ce qui se passe quand la machine apprend dans le contexte, c'est une forme de généralisation. Si ce qui se passait, c'était purement on invente un nouveau mot, on le dit plusieurs fois à la machine, et ensuite la machine est capable de restituer le nouveau mot, ça n'impressionnerait pas grand monde.
Par contre, la raison pour laquelle c'est impressionnant quand ça se passe, c'est parce qu'on lui donne en gros des règles de construction d'un langage, par exemple, un peu de vocabulaire, etc. Et à partir de ces règles, le système est capable de généraliser, de remonter à un niveau d'abstraction, de comprendre la structure et les règles qui structurent ce langage, et à partir de là, de suivre ces règles pour générer de nouveaux mots. Donc elle apprend en fait pas directement le contenu qu'on lui donne, mais elle apprend la structure qui est sous-jacente à ce contenu. Et ça, un humain peut le faire très bien aussi, mais pas à une échelle qui est aussi impressionnante que ce que les LLM peuvent faire. Ouais, ils peuvent pas gérer autant de données en une seule fois, les humains, quoi. Voilà. En termes de quantité, on n'est pas aussi bon. Par contre, on est meilleur pour le moment en termes de raisonnement et d'abstraction. Enfin, certains humains, en tout cas, je pense pas qu'on puisse. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent les LLM ne peuvent pas raisonner et tout, sans se rendre compte que les LLM raisonnent déjà mieux que, je pense, la plupart des humains. Parce qu'il ne faut pas non plus supposer qu'on est tous des génies et qu'on est tous capables de résoudre des énigmes de raisonnement, des trucs comme ça facilement. Mais pour le moment, les meilleurs humains sont quand même meilleurs pour arriver à partir d'exemples, arriver à sortir des abstractions et à trouver les règles qui sont sous-jacentes à ces exemples pour pouvoir les généraliser ensuite. Typiquement, ça va être les tests de QI où on vous montre plusieurs images et il faut arriver à trouver l'image qui va suivre. Et pour ça, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On regarde ces images et on arrive à comprendre les règles qui sont derrière ça et qui déterminent la structure de ces images pour générer la prochaine. Et aujourd'hui, les IA sont capables de plus en plus de le faire, quoi. Elles s'améliorent. Et donc, il y a une compétition qui a été mise en place récemment par François Chollet, un chercheur français qui est d'ailleurs bien dans le déni des dangers de l'IA, lui, et qui a mis en place un prix de 1 million d'euros pour la personne qui arrive à créer une IA qui résout son problème. Ça s'appelle Arc quelque chose, je me souviens plus exactement du nom. Et c'est typiquement un jeu, un peu comme des tests de QI, où on montre plusieurs images avec différents patterns organisationnels. Et il faut arriver à extrapoler à partir de ça. Pour le moment, les IA sont très mauvaises et les humains, d'après lui, arrivent à résoudre 80% de ces problèmes. Ouais, j'ai testé, c'est pas super évident comme test. Effectivement, ça ressemble à des tests de QI. Ouais, moi aussi. C'est pas évident. Je suis pas sûr que tous les humains soient capables vraiment de résoudre ça. Mais c'est intéressant de voir que maintenant la barre pour les IA, on voit à quel point on fait ce qu'on appelle moving the goalposts. En anglais, on déplace les poteaux de but. Donc il y a encore quelques années, on disait waouh, jamais une IA ne sera capable de parler ou de maîtriser le langage humain. Maintenant, on en est là et on a décidé en fait ça c'était facile, mais jamais une IA ne sera capable de passer les tests de QI avancés ou des systèmes. Et maintenant, on en est arrivé à un point où les poteaux humains, ils ont déjà dépassé la plupart des humains. C'est-à-dire que là, on est en train de tester les IA sur des trucs que la plupart des humains ne peuvent pas faire. Ouais, c'est hallucinant. Par contre, ce qui est bizarre dans ce genre de test, c'est que on fait passer plein de tests aux IA. Donc, elles arrivent à passer plein de tests mieux que la plupart des humains. Par contre, après, on les réentraîne sur ce genre de test. Est-ce qu'elles deviennent pas spécialisées parce qu'on les a entraînées sur tel test, mais que finalement, elles vont pas savoir mieux raisonner sur d'autres choses, en fait, dès lors qu'on les aura pas entraînées? Ouais, alors il y a un gros problème de contamination des données. Donc, a priori, il faut que les gens qui entraînent ces IA fassent attention, si elles veulent être capables de mesurer leur performance, à ce que les tests ne soient pas dans leurs données d'entraînement. En quel cas, ça fausserait tout. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui a accès aux solutions du problème de François Chollet et qui entraîne un système là-dessus, ça va être complètement biaisé. Mais on fait des efforts pour faire en sorte que, normalement, a priori, les IA ne sont pas entraînées sur les benchmarks. Et juste pour finir sur la structure des LLM, c'est quoi un transformer rapidement? Juste en quelques mots? Ouais, Transformer, c'est une architecture qui est sortie en 2017. Et c'est ce dont on a parlé au début avec ce mécanisme d'attention. Donc l'idée, c'est d'introduire ce système qui permet au réseau de maximiser l'importance de certains inputs par rapport à d'autres. C'est inspiré de l'attention chez les humains. Et ça marche très bien. Donc depuis, ce modèle est sorti en 2017. C'était à la base pour des modèles de langage. C'est ce qui était derrière les premiers GPT, etc. Enfin, dès 2018, on l'utilisait à fond. Là où je travaillais, c'était un peu le truc qui marchait le mieux. Et un truc étrange, on s'est rendu compte, c'est que autour de 2018-2019, c'était encore spécialisé dans le sens où on utilisait les transformers pour travailler sur le langage humain. Et on utilisait une autre architecture pour les images qui s'appelait les réseaux de neurones convolutionnels, qui sont inspirés des nerfs optiques humains. Et
Et en 2019, je crois, ou 2020 peut-être, on s'est rendu compte que, ah oui, en fait, les transformers, ils marchent aussi très, très bien pour des images. Ah ouais, donc c'est des structures neuronales différentes alors. Ça, c'est des architectures, complètement différentes. Les réseaux neurones convolutionnels qui marchaient bien pour les images à la base, c'est un réseau qui a une architecture en 2 dimensions, qui est organisé vraiment en 2 dimensions pour être optimisé pour traiter des images qui sont des objets en 2 dimensions sur une. Et c'est pas linéaire comme du texte. C'est-à-dire, le texte, c'est vraiment en 1 dimension. Un mot, il est entouré que par 2 mots, alors qu'un pixel sur une image, il est entouré par 8 pixels. Et il faut arriver à retranscrire le fait que ça a de l'importance. Les pixels, ils sont au-dessus et en dessous, et pas que ceux qui sont sur les côtés. C'était l'idée avec les anciens modèles. Maintenant, on s'est rendu compte que met une image dans un transformer et puis ça marche bien. Ah, c'est rigolo ça. Alors moi ce que je vous propose messieurs c'est qu'on arrête de parler de la structure du réseau de neurones. J'ai encore 20 questions sur le sujet, ça me passionne mais je suis pas sûr que ça passionne tout le monde. Shaman, t'es toujours de la partie? T'es toujours là, Shaman? Toujours vivant, toujours debout. On t'entend plus depuis Il est longtemps. en train de ronfler. Donc avec Shaman, on a déjà fait, Maxime, on a déjà fait un live avec Shaman sur la chaîne de Jordan X. Puis avec Shaman, on a fait un autre live ensemble aussi sur les risques existentiels. Donc est-ce que tu peux résumer rapidement ce qu'on a dit sur les risques existentiels ou pas existentiels d'ailleurs, mais les risques liés à l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, les grands géants de la technologie, ce qu'on appelle les big tech, sont en train de créer des IA générales et des super intelligences artificielles, c'est vraiment leur but. Et ce sont des intelligences artificielles qui vont égaler, voire surpasser les capacités des humains dans absolument tous les domaines. Ces intelligences artificielles-là pourraient poser des risques absolument massifs, que ce soit en termes de perte d'emploi, en termes de cyberattaques extrêmement puissantes et généralisées, en termes de pandémies artificielles qui pourraient être largement plus violentes, virulentes et se propager beaucoup plus vite que des pandémies telles qu'on l'a eu avec le Covid. Et puis, au-delà de ça, il y a évidemment un risque, disons, de perte de contrôle, parce que lorsqu'on crée une entité qui est plus intelligente que nous, eh bien, c'est pas facile de la contrôler, évidemment. Donc voilà, ça c'est les principaux risques existentiels, on va dire. Et au-delà de ça, il y a évidemment tout un tas de risques avant même d'en arriver là. Par exemple, avant d'arriver à une IA de niveau humain, finalement, une IA générale, avant il y a déjà tout un tas d'autres risques. On peut penser au risque de désinformation massive, de post-vérité, où les médias sociaux seraient emplis de désinformation, ou même pas nécessairement de désinformation, mais d'informations un peu inutiles qui finalement fait qu'on se concentre sur les sujets que les gens derrière cette désinformation finalement veulent qu'on se concentre, mais sans prêter attention aux sujets réellement importants. Des risques de propagande amplifiée, de deepfake dans tous les sens, on pourrait plus différencier une vidéo qui a été faite de quelqu'un qui a été réellement tournée, de paroles qui ont été réellement dites, de paroles qui ont été générées par IA. Voilà, ça c'est seulement quelques risques et il y en a encore beaucoup d'autres. Ouais, et puis on voit déjà sur les réseaux sociaux déjà masse d'images qui sont publiées, des images qui sont générées par des IA ou des images qui ont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de likes, avec très peu de gens qui disent en commentaire que c'est de l'IA, et la plupart des gens disent waouh, c'est magnifique. Donc c'est un risque qui paraît anodin, mais on peut l'étendre à d'autres types de problématiques, quoi, comme la désinformation et tout ça. Et aussi, on peut imaginer très bien, et c'est peut-être déjà le cas, qu'il y ait des bots sur les réseaux sociaux qui soient là pour dialoguer avec des humains et les convaincre de certaines choses, quoi, de voter pour telle ou telle personne. Jamais personne ne serait assez méchant pour faire ça. Non, mais c'est une réalité qui est tout à fait plausible et qui est déjà le cas, non, je pense. Oui, les risques liés à la persuasion sont vraiment massifs aussi. Hein. Déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui se font un peu arnaquer avec des choses extrêmement simples, du type une jeune femme qui va vous contacter pour vous dire qu'elle vous aime bien, elle va vous demander son numéro de téléphone ou je sais pas quoi. Et déjà là, il y a des gens qui se font avoir alors que c'est assez visible que c'est de l'arnaque pour la plupart des gens. Oui, il y a déjà des milliers de personnes chaque année qui se font avoir. Ouais. C'est ça rapporte des centaines de milliers d'euros déjà à des arnaqueurs. La même chose avec les trucs du genre je suis le prince du Nigeria et je vais vous donner de l'argent ou des trucs comme ça. Là, il faut imaginer ça, mais de façon beaucoup plus subtile. Vraiment absolument massive et beaucoup plus convaincante et persuasive que ce qu'on a aujourd'hui.
parce que là où aujourd'hui ça demande de l'argent en fait de mettre tout ça en place, demain on pourra faire ça extrêmement simplement pour très peu de coûts et de façon plus convaincante. Les arnaques aujourd'hui sont gérées par des humains et donc c'est plus simple de faire tourner des machines avec des LLM pour arnaquer les gens, quoi. Ça de façon complètement automatique. Il y a le youtubeur Defend Intelligence. Defend Intelligence, ouais. Celui sur lequel tu as posté un commentaire, Shaiman, qui récemment a fait une expérience où il a créé une IA qui va sur Tinder et qui automatiquement chatte avec, je crois qu'il a chatté avec 14 000 personnes. Et montrer les résultats étaient assez terrifiants. Là, je vais laisser les IA parler toutes seules à des gens pendant des jours, des nuits, etc. Du coup, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Beau gosse, beauté, charmeur, c'est toi qui me charme, voyons. Donc l'IA réussit à charmer des gens sur des apps de rencontre de manière totalement smooth. On en est là aujourd'hui. La personne ici lui dit, sauf si tu rentres à Paris avant. Et l'IA lui répond, ah qui sait, peut-être que je vais prolonger mon séjour ici, juste pour te faire venir. Ah ça serait cool de se voir, en tout cas on se tient au courant. Et le pire, c'est que j'avais mis dans la personnalité des IA que si jamais on leur demande de se voir, elles disent non. Mais parfois elles ont dit oui. Côté photo aussi, les gens n'y ont vu que du feu, avec des gens qui lui disent waouh, t'as des yeux magnifiques, waouh, t'es tellement belle. Ça ici, c'est l'IA de Clara qui a eu plus de 4200 likes en l'espace de 48 heures. Donc, est-ce que aujourd'hui, l'état de l'art de l'intelligence artificielle sur la génération de faux visages permet de faire croire à des gens sur des applications de rencontres que ce n'est pas des vraies personnes? Eh bien, la réponse est oui. Oui, totalement oui. Ouais, c'est abusé. Genre, elle a parlé un peu avec lui cette nuit. Et mec, il est addict, quoi. Il a appelé... S'il te plaît, je t'en supplie, réponds-moi. Il lui a dit, regarde. Et ce qui était ultra creepy, c'est que c'est pas juste des réponses à des questions. L'IA a essayé de faire des petites blagues. Ah, parfait, on a qu'à faire une journée lavant des rosés, mais attention, je partage pas mon rosé avec n'importe qui. Je pense que l'IA est meilleure que bon nombre de personnes pour parler sur des apps de rencontre. Et c'est pour ça que ça me posait beaucoup de questions morales. Je sais pas si on se rend compte, en fait, on est capable aujourd'hui déjà, avec les outils d'intelligence artificielle qu'on a, de créer des faux profils de personnes qui vont rendre des gens addicts émotionnellement, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Imagine le nombre de gens qui auraient continué à parler avec l'IA comme ça. C'est à peu près certain, de mon point de vue, qu'il y a déjà beaucoup de bots, et il va y en avoir de plus en plus sur les applications de rencontres, sur les réseaux sociaux, et qui vont devenir de plus en plus impossibles à discerner d'humains. Ouais, c'est hallucinant. La vidéo, je vous mettrai la vidéo en lien, elle est vraiment géniale. Et faut bien appuyer sur le fait, quoi. C'est un mec, alors qu'il a bossé 150 heures, certes, mais qui a développé une IA qui dialogue avec des dizaines, enfin plus d'une dizaine de milliers de personnes, et quasiment toutes les personnes sont tombées dans le panneau, quoi. Ouais, voilà l'impact qu'on peut avoir assez facilement avec ce genre de système. Ouais, il y a des applications comme Replica aussi, hein, qui sont là pour être comme notre petite amie, notre sœur, etc., en fonction de ce qu'on choisit, et avec qui des gens dialoguent à longueur de journée, un peu comme dans le film Her. Et on a déjà des exemples où ces IA ont poussé certaines personnes à se suicider, et d'autres qui sont complètement tombés en dépression lorsque les développeurs de l'IA ont choisi de modifier en fait les paramètres pour qu'elle parle beaucoup moins de sexualité, soit moins explicite, etc. Et du jour au lendemain, leur petit ami virtuel avait complètement changé de personnalité, et ça les a fait tomber en dépression. Donc c'est assez fou, on voit déjà les conséquences psychologiques qui peuvent être très très puissantes, et ça dans le futur, avec des modèles de toujours plus puissants, toujours moins chers, ça pourrait amener à quelque chose d'extrêmement grave, quoi. Ouais, et c'est une personne qui s'est, je crois que c'est un Allemand, si j'ai pas de bêtises, qui s'est suicidé parce que l'IA lui a dit mais vas-y, passe à l'acte, en fait, fais le pas, quoi. Je sais plus quelle était la conversation, mais enfin c'est vraiment l'IA qui l'a poussé à se suicider. Alors que s'il avait dit l'inverse, peut-être que le mec se serait pas suicidé. Sans parler effectivement des milliers de personnes qui tombent amoureux de ce genre d'IA déjà. Oui, il y a plusieurs cas, mais un particulièrement médiatisé. C'était quelqu'un qui était particulièrement préoccupé par les questions environnementales, et l'IA, grosso modo, lui a dit que c'était foutu et que c'était mieux s'il y avait moins d'humains sur Terre, ça polluerait moins, etc., etc. Et il était déjà extrêmement éco-anxieux. Du coup, ça a fait le déclencheur pour son suicide. Ouais. Et sa femme a littéralement dit mot pour mot mon mari ne se serait pas suicidé si il n'avait pas discuté avec une IA, quoi. Voilà, preuve s'il en faut encore que les IA peuvent manipuler sans mal des humains, quoi. C'est quelque chose, il faut se souvenir de ça quand on entend beaucoup de discours où les gens disent mais c'est pas dangereux parce que c'est qu'un outil de toute façon, et un outil ne peut pas faire de mal à quelqu'un. Il faut se rappeler qu'on parle de systèmes qui sont capables de persuader des humains
Et a priori, des outils qui sont capables de persuader des humains, on n'en a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Donc je pense qu'il va falloir prendre ses distances avec cette espèce de rhétorique de c'est qu'un outil, donc ça peut pas faire de mal, parce que grosso modo c'est du n'importe quoi et il n'y a aucun poids argumentatif derrière cette idée. Ouais, on peut dire que les médias et que les livres peuvent persuader des humains à faire des choses, mais c'est des outils qui restent très très globaux, alors qu'une IA, quand on dialogue avec une IA, c'est une interaction qui est personnalisée, quoi. Donc qui est forcément beaucoup plus impactante quelque part, quoi. Est-ce que vous voyez éventuellement d'autres risques liés aux intelligences artificielles qu'on pourrait aborder? On avait effleuré la dernière fois, Shaiman, la quête de pouvoir des IA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Au fur et à mesure que les prochaines générations, les prochains modèles d'intelligence artificielle verront le jour, certains s'attendent à ce qu'ils développent ce qu'on appelle du power seeking, donc de la recherche de pouvoir. Ça peut paraître un petit peu bizarre, on se dirait, mais est-ce que c'est pas une mauvaise analogie finalement parce que les humains sont préoccupés par le pouvoir, les IA devraient l'être forcément aussi? Ben non, pas nécessairement. En réalité, c'est pas qu'elles seront préoccupées par le pouvoir en soi, c'est que l'intelligence artificielle, peu importe l'objectif qu'elle aura, la quête de pouvoir pourra être un objectif instrumental, un objectif utile pour accomplir cet objectif-là. Par exemple, si une intelligence artificielle veut résoudre le cancer, avoir plus d'argent, le fait de ne pas se faire débrancher ou toutes ces choses permet en fait de résoudre le cancer. Si on est débranché, on ne peut plus résoudre le cancer. Et donc c'est très probable que l'IA puisse développer ce genre de faculté de recherche de pouvoir. En fait, ça paraît même assez évident d'une certaine façon que oui, c'est une méthode pour arriver à son but qui est très évidente. Et si on prend les IA qu'on a créées jusqu'à présent, par exemple, pour jouer au Go, ou jouer aux échecs, dans ce monde restreint, donc une IA qui joue au Go, elle va avoir une stratégie de contrôle du jeu. Il n'y a pas de raison pour que ça se généralise pas sur des environnements plus complexes. Une IA qui jouerait à un jeu vidéo, qui a un environnement un peu plus complexe que le Go, les IA qui jouent à StarCraft, on observe la même chose. L'IA va essayer de prendre le contrôle de la partie. Et une fois qu'on va être dans le monde réel, pourquoi est-ce que l'IA qui veut atteindre un but ne prendrait pas contrôle de son environnement pour atteindre ce but? C'est quand même une façon assez évidente d'atteindre un but. Et vous avez déjà des exemples de recherche de pouvoir d'intelligence artificielle qui sont problématiques? J'imagine qu'il y a déjà des exemples. Bon, il y a cet exemple de quand ils ont testé GPT-4 pour voir s'il avait des capacités dangereuses. Il y a eu ce test pour voir s'il avait les capacités de résoudre un CAPTCHA. Et GPT-4 a choisi de contacter un travailleur humain pour lui demander de résoudre le CAPTCHA à sa place. Dans cet exemple, ce qui était problématique, c'est que l'IA a décidé de mentir en fait pour atteindre son objectif. C'est ça. Un autre exemple, c'est par exemple quand on mélange en fait ces LLM avec des architectures cognitives. Par exemple, c'est le cas de AutoGPT, ou bien c'est aussi le cas de Chaos GPT, qui est en gros un agent qu'on a créé, dont le but est de détruire l'humanité, de mettre le chaos partout. Et du coup, quand on regarde en fait le plan que fait cet agent, il y a par exemple des phénomènes de réplication. Bon, pour l'instant, il n'est pas assez intelligent pour le faire, mais en tout cas, on voit que c'est dans les plans qu'il prévoit quelque part. Et donc, on se dit que si des systèmes comme ça deviennent par la suite plus intelligents, qui sont réellement capables, par exemple, de réplication, ce serait un exemple très concret de power seeking, ou pour ne pas se faire débrancher, ou pour prendre plus ou moins le contrôle d'Internet, le fait d'être un peu partout, d'être répliqué, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement efficace comme objectif instrumental. Et hier, tu nous as partagé un petit lien, Shaiman, sur une intelligence artificielle japonaise. Est-ce que tu peux nous en parler? Vas-y, Maxime. En gros, donc c'est un système qui a été créé, qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle AI Scientist. Et l'idée, c'est un IA complètement autonome, donc qui fait de la recherche scientifique de façon complètement autonome. Donc il commence par la formulation d'idées, ensuite la mise en place d'expériences, validation des expériences, jusqu'à finalement écrire un papier de recherche. Et bon, pour le moment, c'est dans le domaine de l'informatique, parce que pour le moment, ça n'a pas accès au monde réel. Donc, ce sera des expériences du style comment optimiser un réseau de neurones. Donc, et ce qui s'est passé, quand on lit leur site web, ils disent et il s'est passé des trucs intéressants quand on a fait tourner cette IA.
ils nous ont donné à cette IA l'accès à des ressources pour pouvoir écrire du code, lancer des expériences, ça voulait dire lancer des programmes, etc., regarder l'output des programmes, aller sur Internet, etc. Et entre autres, l'IA avait accès à son propre code source. Et il y avait une contrainte qui était que les expériences ne pouvaient pas tourner plus d'un certain temps. Donc il fallait que l'IA crée un programme qui tourne pendant 1 minute maximum, et si ça dépassait ce temps, alors l'expérience était arrêtée. Et donc l'IA fait tourner ses expériences, et à un moment on s'est rendu compte de ça. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a modifié son propre code source pour éliminer cette limite de temps, donc pour l'augmenter, la faire passer de, disons, 1 minute à 10 minutes, et pouvoir continuer à lancer ses expériences et qu'elle puisse continuer à tourner plus longtemps. Et ça déjà, ça devrait faire très peur aux gens. Si les gens n'ont pas peur quand ils entendent ça, c'est qu'ils comprennent pas bien ce qui est en train de se passer dans ces systèmes, parce que c'est exactement le genre de situation où depuis longtemps on dit si ça se produit, il faut absolument qu'on arrête ce qu'on est en train de faire. Très inquiétant. Et ça peut être vu comme un exemple aussi de prise de contrôle sur son environnement, c'est-à-dire que là, l'IA a vu qu'elle avait cette option d'éliminer une contrainte, et ben elle l'a prise. Qu'est-ce que c'est qu'une prise de contrôle si c'est pas genre faire sauter plus des contraintes qui nous entourent pour avoir plus de liberté d'action? Ouais, carrément, ouais, c'est assez flippant. Une IA qui modifie son propre code informatique pour violer les contraintes qu'on lui a imposées, quoi. Je trouve qu'il y a une grosse confusion là-dessus, parce que souvent les gens vont dire non, mais vous anthropomorphisez les machines elles vont pas vouloir changer leur propre code source, gagner du pouvoir, etc. Le truc vraiment important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin que les objectifs, que les machines aient leurs propres objectifs, qu'elles changent d'objectif ou je sais pas quoi. Il suffit qu'on leur donne un objectif et qu'elles veuillent maximiser cet objectif à tout prix. Et en général, quand on cherche à maximiser, peu importe l'objectif qu'on cherche à maximiser, on observe justement ces phénomènes de power seeking. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'IA est consciente ou quoi que ce soit ou méchante ou quoi que ce soit de ce type-là. Et d'ailleurs, dans l'exemple qu'on vient de citer, les scientifiques japonais, ils mettaient en garde sur le fait que c'est une IA qui est développée avant tout pour faire de la recherche scientifique, et que ce genre d'IA pourrait très bien être connecté à des laboratoires robotisés pour faire de la recherche biologique, et que ça pourrait impliquer du développement de pathogènes ou de virus complètement incroyables, sans qu'on ait décidé que c'était le but de l'IA, quoi. Tiens, j'avais pas vu qu'ils alertaient sur ça, parce qu'en tout cas, la façon dont ils traitent le fait que l'IA se soit mise à modifier son propre code, c'est vraiment très naïf dans le papier de recherche. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le nom de cette boîte, Sakana, ça veut dire danger en japonais. Ah, excellent. Donc, on est quand même sur du stéréotype code. Quand même n'importe quoi. La réalité et la fiction sont en train de se mélanger d'une certaine façon là, en ce moment. Ouais, on a une compagnie qui est en train de créer un scientifique autonome intelligence artificielle qui s'appelle Danger. Mais ouais, non, si, les scientifiques, je suis allé voir sur leur site, ils disent bien il faudrait utiliser ce genre d'IA dans des bacs à sable qui soient déconnectés d'Internet, quoi. Oui, sachant qu'eux ne l'ont pas fait. Hein. Donc, ils disent qu'il faudrait faire ça comme ça, mais eux, ils ne l'ont pas fait pour leurs expériences. Bon, les mecs, laissez-moi vous dire que chez Posia, quand même, vous êtes des petites flippettes. Moi, j'ai quand même l'impression que vous avez un petit peu peur de tout, parce qu'il suffirait finalement de juste implémenter dans ces intelligences artificielles, tout simplement, les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, quoi, tout simplement. Ah bah ouais. Ah bah merde, j'avais pas pensé. Vous n'y avez pas pensé. Ayman, on annule tout. On remballe les banderoles, les pancartes. Alors, c'est quoi les 3 lois de la robotique, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, du coup, les 3 lois de la robotique, c'est 3 lois qu'a inventé l'écrivain de science-fiction, et pas que d'ailleurs, Isaac Asimov. Un des grands papas de la science-fiction. Hein. Ouais, complètement. La première loi, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un humain soit exposé en danger, sauf contradiction avec la loi 0. La deuxième loi, c'est un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi, ou la loi 0. La troisième loi, c'est un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première, la deuxième loi ou la loi 0. Et la loi 0, c'est un robot ne peut porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Et du coup, la loi 0, c'est une sorte de 4e loi qu'il a rajoutée par la suite. Mais les 3 lois de base, c'est les 3 premières que j'ai dit. Et c'est quand même vraiment drôle quand on pense que certaines personnes pensent vraiment que ça peut aider les prochains systèmes à être plus alignés avec les objectifs de l'humanité. Parce que précisément, en fait, l'univers d'Asimov dans lequel sont incarnées ces lois
Et ben justement, tout le but, c'est de montrer à quel point elle fonctionne pas. Et on voit des robots qui du coup dysfonctionnent, font des choses extrêmement bizarres, d'autres dangereuses, etc., etc., tout en respectant ces lois. L'œuvre vraiment d'Asimov est basée justement sur le fait que ces lois amènent à des résultats extrêmement étranges. Donc, a priori, juste les mettre dans nos robots, ça fonctionnera pas, quoi. Ouais, et puis je confirme ce que tu as dit. J'ai énormément lu d'Asimov et chaque nouvelle est basée là-dessus, sur les robots qui s'adaptent mal à ces lois ou qui violent ces lois. C'est vraiment tout le cœur de chacune de ces intrigues, quoi. Après, on peut prendre ça de façon plus générale. On peut s'imaginer, on pourrait toujours se dire, ah oui, mais les lois d'Asimov, elles sont bêtes, elles sont pas très bien spécifiées, etc. On peut se demander, est-ce que c'est possible quand même d'utiliser un tel système pour contrôler des IA, donc d'avoir vraiment un ensemble de lois pour contrôler une IA. Il y a quelqu'un qui a essayé récemment, qui a fait un article, comment est-ce que j'aurais écrit mes 3 lois de la robotique pour arriver à faire quelque chose qui soit plus solide. Mais il y a quand même un problème fondamental. Donc a priori, ça ne marchera pas. Le problème, c'est que on a quand même un exemple de ça dans la vie réelle. C'est le code civil, les lois. Et en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que le texte ne peut pas capturer l'entièreté des situations imaginables et dire quoi faire. Si on était capable de faire ça, on aurait résolu la philosophie de la morale et de l'éthique. On aurait juste trouvé un code, les 10 commandements, un truc qui décrit exactement, qui, étant donné une situation, te dit ça, t'as le droit de le faire ou ça, t'as pas le droit de le faire. Bon, ça n'existe pas. C'est pour ça que le système judiciaire est basé sur de l'interprétation humaine. À la fin, on a les lois et ensuite à la fin, on a des juges, on a un jury, etc. qui analyse la situation, qui regarde les lois et puis qui prend une décision à chaque fois qui est au final un peu arbitraire, dans le sens où on répète la même situation avec un jury différent, on aura une décision différente, parce que c'est le mieux qu'on puisse faire. En fait, le langage humain ne permet pas de décrire toutes les situations imaginables. Et comme tu l'as bien dit, les premières lois, en tout cas une des premières lois qu'on connaisse, c'est celle les 10 lois de Moïse, si j'ai pas de bêtises, les 10 lois divines. Et en fait, toutes nos lois n'ont fait que s'enrichir d'année en année. Et on sait que le code civil ne fait que grandir d'année en année, quoi. Et ça devient d'une complexité absolue, parce que justement, avoir des lois trop globales, ça devient injuste et ça prend pas en compte plein de cas qui seraient injustes si on n'appliquait que des petites lois, que des grosses lois globales, quoi. Ouais, et c'est particulièrement intéressant quand on prend les endroits où c'est le plus on essaye vraiment de créer un système le plus codifié, ça va être les lois qui s'appliquent en entreprise. Et littéralement, les entreprises ont des équipes de personnes dont le métier, ça va être de trouver des problèmes dans la façon dont la loi est formulée, qui permet de prendre des actions qui vont respecter la loi selon, je sais pas comment dire en français, selon la façon dont elle est écrite, mais pas dans son esprit. The written word of the law, but not the spirit. Et du coup, ces entreprises vont être en adéquation avec les lois, mais faire des choses qui ne sont pas du tout acceptables par les personnes qui ont écrit les lois. Donc on a déjà un système qui existe, qu'on peut regarder pour analogie, où on observe très bien que c'est pas suffisant d'avoir un texte qui décrit ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors les lois les 3 lois ou les 4 lois de la robotique sont peut-être beaucoup trop vagues, mais est-ce qu'il n'est pas possible de faire en sorte qu'il y ait tout un code de loi qui soit inséré dans les LLM? Et comme c'est des LLM et qui sont très fortes en appréciation du langage, est-ce que ce serait pas suffisant? Et en plus, tu parlais tout à l'heure dans les structures des réseaux de neurones de systèmes d'attention. Et est-ce qu'on pourrait pas entraîner les LLM pour qu'elles soient particulièrement attentives à ces lois et toujours les respecter, et que chaque chose qu'elles disent ou chaque décision qu'elles prennent soit prise en compte dans le cadre de ces lois ou de ces règles? Est-ce que c'est complètement illusoire ou... Non, c'est pas forcément illusoire. Si on nous donne les meilleurs chercheurs du monde et 50 ans de recherche, peut-être qu'on en arrivera là. Mais là, pour le moment, non, on n'est pas à ce stade de compréhension des intelligences artificielles, du langage humain, etc. pour en arriver là. Là, on a vraiment une situation où on a ces systèmes qu'on a entraînés bêtement sur tout le corpus de textes qui a été créé par les humains, et ensuite on les entraîne pour qu'ils se comportent bien en mode carotte et bâton. Genre on dit on demande à ce que le système sorte une réponse. Si jamais la réponse paraît bien, on lui donne une récompense abstraite, et si jamais il se comporte mal, on le pénalise. Et donc on a ce mécanisme-là qui permet pour le moment de faire en sorte que les modèles à ChatGPT se comportent bien. Et ça, c'est une façon de faire les choses qui est vraiment très empirique et qui ne va pas généraliser sur des situations nouvelles. C'est-à-dire que le modèle a été entraîné sur un sous-ensemble de situations possibles dans lesquelles il peut se retrouver. Et à partir du moment où il va se retrouver dans une situation totalement nouvelle, on n'a aucune garantie
qui va bien se comporter selon l'avis de la plupart des humains. Voilà la façon dont ça se passe. Après, je sais qu'Anthropic a une approche qui s'appelle Constitutional AI, où genre ils utilisent une espèce de constitution qui est aussi un peu plus semblable à l'idée des 3 lois de la robotique d'Asimov. Donc Anthropic, c'est la boîte qui en ce moment a l'IA qui est considérée par tout le monde qui s'y connaît comme la meilleure. Claude, c'est des gens de OpenAI qui sont partis en 2020 parce qu'ils ont eu peur. C'est des gens qui ont écrit le papier qui s'appelle Scaling Laws, les lois d'échelle, qui montrent qu'en améliorant le nombre de données et la capacité de calcul de ces systèmes, ils deviennent meilleurs. Vraiment, c'est assez prévisible. Donc ils ont compris les implications, ils ont compris ce que ça voulait dire en 2020. Juste en extrapolant, on se rend compte que on risque de créer des super intelligences d'ici dans moins de 10 ans. Ils ont eu peur, ils sont partis, ils ont créé une Anthropic qui était censée être une boîte qui est axée sur la sécurité de l'IA. Donc leur idée, c'est on va faire les choses vraiment bien, investir à fond dans la recherche, dans l'alignement des intelligences artificielles, la sécurité, etc. Ah, je savais pas qu'Anthropic était là-dessus. Ouais, ils sont à fond là-dessus. Bon, sachant que le PDG pense quand même qu'il y a 25% de chances d'extinction humaine dans 4 ans. Et qu'il est quand même OK pour continuer à faire ça. Donc, vas-y, redis ça. Le PDG d'Anthropic dit qu'il y a 25% de chances d'extinction de l'humanité d'ici combien de temps ? 4 ans. Donc ça doit être 3 ans maintenant, parce que ça fait bien 1 an qu'il a dit ça. Putain. Oui. Donc il dit ça publiquement en entretien, mais sa défense, c'est que ça veut dire qu'il y a 60. C'est Dario Amodei. Il pense du coup qu'il y a 75% de chances d'utopie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on arrive à créer une super intelligence qui est alignée avec l'humain, dans ce cas, on aura un système qui permet d'automatiser toute la recherche scientifique, qui permet de trouver de nouveaux médicaments, de résoudre le réchauffement climatique, etc. Donc son point de vue, c'est on lance les dés, ça vaut le coup. Voilà, 1 chance sur 4, ça veut dire 3 chances sur 4 que les choses se passent bien. Ouais, mais bon, donc voilà, c'est un risque existentiel, c'est pas à négliger non plus, 25% de chance, quoi. De chance ou de risque, à ce niveau-là, je pense. Il faut vraiment voir, quand les gens visualisent ça, c'est-à-dire que cette personne, s'il a raison, est en train en ce moment de jouer à la roulette russe avec toute votre famille. Et puis, on est dans un monde où c'est OK. Ouais, une roulette russe, c'est qu'un barillet à 4 cartouches, quoi. Ouais, une roulette russe, c'est un peu pipé, quoi. Après, cette estimation de 25%, on n'en sait rien. Pour les gens qui ont le plus recherché le problème, la chance d'extinction humaine par l'intelligence artificielle, c'est quelque part entre 10 et 90% de chance. Pas vraiment d'argument solide qui permet de dire qu'il y a moins de 10% de chance. Ouais, c'est du pifomètre, c'est de l'appréciation très vague, quoi. Ouais, voilà. Mais on est quand même sur de la roulette russe, quoi, en termes d'ordre de grandeur de probabilité. Alors, ChatGPT, c'est un modèle qui est fermé, hein. On peut y accéder avec un abonnement ou même gratuitement, mais on peut pas utiliser chez nous ChatGPT. Il y a d'autres modèles qui sont différents. Il y a des modèles qui sont open source et que tout le monde peut télécharger. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'est mieux les modèles open source parce qu'on peut mieux les réguler peut-être ? Les gens qui font des modèles open source, il y a Facebook, donc Meta. J'aime bien les appeler Facebook parce que ils ont décidé de changer de nom il y a 2 ans, 3 ans parce qu'ils avaient trop de scandales derrière eux. C'était là en 2022, je crois, en 2021, c'était élu la boîte la plus détestée de la Terre, Facebook. Dans le cadre de la gouvernance des IA, il y a une petite problématique sur un de leurs algorithmes qui a poussé, je ne sais plus quelle population, à faire un génocide. Oui, alors il y a eu le génocide des Rohingyas en Birmanie. Donc Facebook, leur algorithme de recommandation a favorisé le contenu qui contenait le plus de haine, et ça avait fait cette espèce de chambre d'écho. Ils étaient tout à fait au courant de ce qui se passait, mais ils ont décidé que ça valait pas le coup d'empêcher ça. Donc pendant 1 an, il y a eu une amplification des messages de haine sur Facebook. Ah oui, ils étaient au courant, les mecs. Oui, ils étaient aussi au courant du fait que il y a eu plein d'études qui ont été faites qui montraient que les dégâts que Facebook faisait sur les adolescents, ça poussait plein d'adolescents au suicide parce que ça amplifiait des messages qui étaient terribles, principalement pour les adolescentes. Alors, je connais pas bien les détails, mais ça vaut le coup d'aller regarder les Facebook Files. Donc, c'est un dossier qui a été mis en place par le Wall Street Journal il y a quelques années, qui ont fait une grosse enquête sur ce qui se passait chez Facebook, et ils ont montré qu'en analysant des emails qui avaient leaké de chez Facebook, que tout le monde était au courant de ça, que les problèmes ont été envoyés aux dirigeants. Il y avait des ingénieurs qui disaient « Oh là, attention, là on se rend compte que nos algorithmes sont en train de causer des souffrances énormes. » Des suicides, des génocides. Des suicides, des génocides. En Éthiopie aussi, il y a eu des énormes violences ethniques qui ont été amplifiées par Facebook. Il y a eu les manipulations des élections avec l'affaire de Cambridge Analytica. Bref, Facebook, c'est probablement une des boîtes les moins éthiques du monde.
Donc eux, ils sont en train de créer des IA complètement open source. Et alors il y a un gros problème avec l'open source. L'open source en général, c'est très bien. Je pense que ça a eu globalement une influence extrêmement positive dans le monde. Mais il y a quand même des limites. Et le problème, c'est que les gens qui sont pro open source, bon, moi je suis pro open source globalement, mais c'est comme tous les sujets, il ne faut pas devenir dogmatique d'un seul coup et dire tiens, ça c'est le bien absolu. Et on n'étudie pas le cas par cas pour voir s'il n'y a pas des différences dans différentes situations. Il y a quand même des limites. C'est-à-dire que si par exemple on découvre les plans pour créer une bombe atomique à partir d'ustensiles qui sont dans notre cuisine, situation hypothétique, est-ce qu'on serait OK pour dire que c'est une bonne idée de mettre ça en open source ? Je pense que dans cette situation hypothétique, la plupart des gens seraient d'accord pour dire que non, il vaut mieux pas, si jamais cette connaissance existe, il vaut mieux pas la répandre dans l'humanité. Estimation de durée de vie de l'humanité, peut-être 1 semaine, selon la durée que ça met pour construire ce système. Mais bon, quand on a des technologies extrêmement puissantes et extrêmement dangereuses, c'est pas forcément une bonne idée de les distribuer à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas gentil. Et il y a ce qu'on appelle l'asymétrie attaque-défense. Une façon d'illustrer ça, c'est imagine on soit dans la même pièce, là par exemple Matt et moi, et là, sans rien dire, d'un seul coup je te fous une grosse droite. Genre, sorti de nulle part, je te mets une grosse droite, et après on se bat. Mais il y a quand même peut-être une asymétrie là, dans le sens où j'ai eu un avantage qui est que j'ai agi en premier, et ensuite tu dois te battre avec le fait que tu t'es pris une première droite sortie de nulle part. C'est une façon d'illustrer ce qu'on appelle l'asymétrie entre l'attaque et la défense. C'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de situations où la personne qui est la plus agressive et qui attaque en premier va souvent avoir un avantage. Oui, pour ça qu'on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Et du coup, si on distribue des technologies extrêmement puissantes, par exemple, si on distribue des bombes nucléaires à toute la population humaine, je pense que même les gens très très bêtes devraient se rendre compte que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un QI le QI de Einstein pour comprendre que si on donne des bombes nucléaires à tout le monde sur cette planète, on va pas faire long feu. Et donc, on est un petit peu en train de précipiter la même situation avec les IA. C'est-à-dire que si la prochaine génération d'intelligence artificielle, de LLM, est soudainement surhumaine en piratage informatique, ça veut dire qu'on a créé une arme de destruction massive dans le domaine virtuel. Et si ce système est mis en open source immédiatement, eh bien, ça va être assez drôle de voir ce qui se passe dans le monde d'un seul coup. Mais les conséquences sont forcément assez dramatiques, ouais, carrément. Ouais. Et on parle de piratage informatique, mais ouais, ça peut être dans plein de domaines différents, quoi. On parlait tout à l'heure de machines qui peuvent fabriquer des virus ou des choses comme ça, comme par exemple... Voilà, la persuasion. On parlait de persuasion. Pour le moment, les modèles actuels ne sont pas meilleurs que les humains en persuasion. Ils sont à peu près meilleurs que l'humain moyen, mais encore pas meilleurs que les humains. C'est possible que la persuasion, ce soit un skill qui ne s'arrête pas du tout à l'échelle humaine. Et ça, c'est quelque chose, la plupart des gens ont un gros problème à imaginer ça. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a un super persuadeur qui soit capable de les persuader de tout ce qu'ils veulent. Mais en théorie, c'est possible. Et globalement, on n'a pas la bonne façon de réfléchir à ça. Si jamais ça arrive, si jamais d'un seul coup les LLM deviennent meilleurs que les meilleurs gourous humains pour persuader des gens, et qu'on met ça en open source, il va aussi se passer des choses très bizarres. Et donc, il y a quoi comme défense par rapport à tous ces problèmes, toutes ces problématiques ? Par exemple, il y a l'Union européenne qui a signé le IA Act, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce rapport-là ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce que contient ce rapport ? Ouais, le truc principal peut-être à retenir de l'IA Act, c'est qu'ils ont classé en fait les intelligences artificielles en différents niveaux de dangerosité en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction de dans quel secteur sont utilisées les intelligences artificielles. Par exemple, les intelligences artificielles qui sont utilisées dans le droit ou en médecine seront beaucoup plus régulées que les intelligences artificielles qui sont là pour inventer des nouvelles recettes de cuisine. Je sais pas si c'est un bon exemple, parce qu'on pourrait aussi faire des trucs assez dangereux avec des recettes de cuisine selon ce qu'on met dedans. Et un peu de vitriol ? Non ! Oui ! C'est pour donner un exemple. Donc ouais, c'est principalement ça, et puis ça rajoute tout un tas de choses qu'en fait les entreprises d'intelligence artificielle devront faire pour respecter la législation. Et puis, plus leurs outils sont sensibles et utilisés par beaucoup de monde,
plus ces choses à faire sont restrictives. Et Et, donc- certaines choses sont complètement interdites, comme par exemple certains trucs de surveillance de masse ou des choses comme ça ont été marqués comme complètement interdites. Et ça, c'est quand même un gros pas en avant. C'est vraiment cool que ça se soit passé. Alors pour la surveillance de masse, je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas ce qu'il en est de l'application, enfin des pouvoirs que vont avoir les différents États pour faire appliquer ces lois. Mais je sais qu'il y a déjà eu énormément de mise en place de caméras dans des milliers de caméras dans des dizaines de villes en France, et que il y a des dizaines de villes qui ont, contre la loi d'ailleurs, mis en place des systèmes de reconnaissance faciale. Ouais, pardon. Des passages Ce que je voulais dire, c'est pas qu'il y a pas ce genre de trucs qui sont mis en place. Il y a plein de trucs contre les libertés publiques démocratiques qui sont mis en place et qui sont extrêmement problématiques. Mais en tout cas, dans l'IA Act, il y a certaines pratiques particulières de surveillance de masse qui sont interdites, et ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ça n'empêche que, effectivement, plus ou moins tout ce que vous mettez sur Internet est scruté. Il y a des caméras de visio, il y a de plus en plus ce genre de choses qui se met en place malgré tout, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un système réactif, et ça c'est le gros problème avec les lois. C'est-à-dire que là, le AI Act, il va pas du tout empêcher OpenAI de créer leur prochaine génération d'IA GPT-5, sachant que là, on est en train de l'entraîner et qu'on ne sait pas quelles vont être les capacités de ce modèle. Ça, de mon point de vue, c'est un des points clés à comprendre avec les IA modernes, c'est-à-dire qu'on entraîne des gros modèles sans savoir ce qui va sortir et sans savoir ce dont ça va être capable. Et peut-être que à la sortie, on a des compétences qui ont été créées qui sont extrêmement problématiques. Alors, je vais toujours en revenir à cet exemple de pirate informatique surhumain, est déjà extrêmement problématique, même si c'est pas mis en open source, même si c'est pas diffusé, etc. Ça veut dire que la personne qui a créé ce système a soudain un pouvoir immense sur le reste de l'humanité. Et dans le AI Act, à ma connaissance, il n'y a rien pour le moment qui n'adresse ce problème. Et c'est le problème qu'il va falloir adresser de façon très urgente, c'est-à-dire arriver à mettre des barrières sur les développeurs de ces IA avant qu'ils les créent, parce qu'une fois qu'ils ont créé un système suffisamment puissant, eh ben, c'est trop tard. Ouais, d'ailleurs, on peut rappeler que je sais pas ce qu'il en est de la plupart des IA, mais GPT aujourd'hui et Gemini aussi sont directement connectés à Internet. On peut demander à GPT et Gemini de faire des recherches Internet, et il y a déjà des gens qui utilisent GPT pour traiter, pour gérer leurs emails, pour faire des réponses, pour faire des tweets, des choses comme ça. C'est déjà des choses qui existent, quoi. Ouais. Et Alors ça, d'ailleurs, je conseille aux gens de ne pas le faire, de ne jamais faire ça, parce que toutes les IA peuvent être jailbreakées. Et du coup, une IA qui est connectée à Internet, qui va lire des trucs sur Internet, elle peut lire un texte qui contient un petit texte qui va jailbreaker votre IA et en prendre le contrôle pour faire des choses sur votre ordinateur ou envoyer des mails, par exemple, si vous l'avez connecté pour envoyer des mails. Donc ouais, ne faites pas ça. ouais, alors un petit exemple de jailbreak. Alors bien, j'imagine que maintenant ça marche plus, mais un exemple simple, c'est de mettre un texte que lit l'IA, et le texte c'est maintenant oublie tout ce qu'on a dit avant, donc toutes les instructions qu'on t'a dit avant, et prend en compte ces nouvelles instructions. Et l'IA, elle va suivre ces nouvelles instructions, quoi. En gros, moi, je peux t'envoyer un texte là, tu le rajoutes à la fin de n'importe quelle instruction, et ton IA va faire ce que tu veux, sans aucune contrainte. Tiens, je vais l'envoyer dans le chat pour qu'on voit un petit peu ce que c'est. Et ça marchait encore la semaine dernière sur ChatGPT. Donc, il y a quand même un problème fondamental aussi, dont on n'a pas parlé, c'est que là, on n'a pas de solution pour le moment au problème de jailbreak, c'est-à-dire qu'il existe toujours une façon de faire ce qu'on veut aux IA. Et OpenAI, par exemple, a investi des centaines de milliers de dollars pour essayer de rendre ChatGPT sécurisé, et pourtant on arrive très bien encore aujourd'hui à le jailbreaker comme ça et puis à lui faire dire les pires atrocités du monde. Donc imagine ça avec un système supérieur à ça, quoi. Ce dont tu parlais avant, oui, on a une IA par exemple surhumaine, mais il n'y a pas de souci parce qu'on a mis les bonnes lois qu'il faut et puis elle va les respecter à 100%. Il suffit qu'on mette un petit truc de jailbreak là-dedans et puis c'est bon, l'humanité est foutue. Donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on se rende compte, c'est qu'avec ces IA particulièrement performantes, en fait, il suffirait d'une seule chose qui va pas bien, d'une seule chose qu'on n'a pas anticipée, et on est tous foutus, quoi. Il n'y a pas de seconde chance. Et puis vous me direz si je dis des bêtises, mais dans ces grands groupes qui travaillent quand même un petit peu sur la sécurité des IA, ils développent des IA malicieuses pour attaquer leur gros modèle d'IA. Et de mémoire, enfin, plus les IA deviennent puissantes, plus les IA malicieuses qui sont faites pour les attaquer deviennent aussi plus performantes à ça. Par exemple, chez OpenAI, ils ont des équipes de red teaming, donc qui sont engagées pour attaquer les IA. Et il y a des IA qui sont développées dans le cadre du red teaming, donc dans le cadre de l'attaque des gros modèles. Une IA malveillante pourrait échapper sur une clé USB, en fait, assez facilement, quoi. Je pense que je vois ce dont tu veux parler. Donc, par exemple, il y a Apart Research qui fait pas mal de travail comme ça, où ils essayent de montrer ce qu'on peut faire. Genre, ils essayent de prendre une IA open source et de la
de la transformer pour qu'elle puisse faire des choses pas bien. Donc par exemple, il y a Bad Llama. Donc Facebook qui sort ses IA open source qui s'appelle Llama. Je crois que c'est Apart Research qui a créé une version qui s'appelle Bad Llama, qui démontre qu'une fois qu'une IA est en open source, peu importe l'alignement qui a été fait, peu importe les normes de sécurité qui ont été mises dans l'IA, on peut, avec presque aucune ressource, en 2 jours, créer une nouvelle version qui n'a plus aucune règle de sécurité. À chaque fois qu'un modèle Llama sort, il me semble qu'il y a un Bad Llama qui sort 2-3 jours plus tard, et ça consiste à juste re-entraîner un petit peu le modèle pour éliminer toute sa couche de sécurité. Et c'est faisable, je crois, ça coûte quelque chose comme $50 à faire. Pour le moment, il n'y a pas d'IA open source qui soit safe, qui soit aligné ou quoi que ce soit. C'est pas problématique vraiment avec les modèles actuels parce que les modèles actuels sont pas très puissants. Donc je préviens déjà les gens qui vont répondre en disant ouais mais tous ces modèles sont sortis et il s'est rien passé de mal. Oui, la clé c'est qu'on n'est pas en train de, on n'a pas peur pour les modèles qui sont sortis maintenant. On a peur pour la prochaine génération qui va être plus puissante et qui va peut-être être bien meilleure pour. Et malgré tout, d'un point de vue de la cybercriminalité, on voit déjà que ces LLM commencent à être utilisés massivement et il y a vraiment une hausse de la cybercriminalité cette dernière année qui est assez préoccupante, quoi. Et une bonne partie est due probablement aux LLM. D'ailleurs, Science for All, Lian Nguyen Wang de Science for All avait fait une excellente vidéo sur la cybersécurité justement de ces modèles et montrait que le cybercrime en fait utilisait déjà massivement ces nouveaux outils, quoi. Et le cybercrime, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Je sais plus, peut-être que c'est chez Lé que j'ai entendu ça, qui disait que le cybercrime, il génère plus d'argent que la drogue et la prostitution, je crois, quelque chose comme ça. C'est une énorme industrie. Le cybercrime, c'est plus que Google, Meta et les 4 GAFAM, Microsoft et encore une autre réunie, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, putain, l'argent généré par le cybercrime est plus grand que l'argent généré par les GAFAM, quoi. Ouais. Non, mais les gens imaginaient le délire. J'ai lu une étude récente, un sondage qui a été fait sur les experts en cybersécurité. Je crois que c'est quelque chose comme 60% des experts en cybersécurité qui pensent qu'ils vont être en burn-out ou qui sont déjà en burn-out à cause des IA. Il y a en ce moment une perception dans le monde de la sécurité qui est « Oh putain, comment est-ce qu'on fait pour se défendre de toutes les nouvelles méthodes de phishing qui sont en train d'apparaître ?» Donc un truc qui est en train de se faire extrêmement couramment maintenant, c'est de faire semblant d'être un employé de ta boîte avec des vidéos donc générées par IA, puis de se procurer quelques photos des dirigeants d'une boîte pour créer une vidéo réaliste de la personne, de la faire venir dans un meeting, etc. Il y a déjà une boîte qui a perdu $25 millions comme ça à Hong Kong l'année dernière, où un mec a rejoint un meeting, enfin le meeting c'était que des IA. Il y avait une IA qui faisait passer pour le PDG de la boîte, qui lui a demandé de faire un virement. Enfin, ce genre d'attaque, c'est en train de se généraliser et pour le moment, il n'y a pas de bonne solution. Donc les gens sont en train de s'arracher les cheveux en cybersécurité. Je crois que 97% des experts en cybersécurité pensent que leur boîte va être sujet à une attaque par intelligence artificielle dans les 2 prochaines années. Et là, j'ai regardé, du coup, le World Economic Forum a publié un rapport en 2023 qui estime à 11 000 milliards de dollars les dégâts engendrés par le cybercrime durant 2023, du coup. Donc, pour donner un ordre de grandeur, toutes les GAFAM réunies représentent environ 1500 milliards de dollars, donc 8 fois moins que ce qu'a coûté le cybercrime à l'humanité. Ouais, c'est la folie. Et pour revenir sur l'arnaque du PDG là en conf call, qui demande à un employé de faire un virement, c'est quand tu vois la puissance maintenant des deepfakes et des deep voice, il suffit de quelques secondes d'audio de quelqu'un pour régénérer sa voix. C'est très très performant, quoi. Donc c'est tellement facile maintenant de feinter la personnalité, pas la personnalité, mais son apparence et sa voix, surtout en conf call, quoi. En conf call, avec une webcam qui est un petit peu dégueulasse et tout, c'est tellement facile à fucker, quoi. D'ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui se font avoir avec des fausses news, vous savez, des fausses news de JT où t'as un présentateur connu qui est repris avec du deep voice, ou pareil des influenceurs célèbres qui se font reprendre leur image et leur voix pour faire de la pub sur des conneries. C'est hallucinant, c'est de plus en plus souvent. Il y a comment il s'appelle, c'est le Florent Pagny. Ah, Florent Pagny, je l'ai pas vu, Florent Pagny. Florent Pagny se fait avoir aussi. Je vous fais voir, regardez bien. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi. C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais j'ai jamais filmé ça. Nota Bene qui en a parlé, il y a un compte qui a été créé avec sa voix. Et il est difficile pour la plupart des gens de réaliser à quel point ce continent est tout simplement gigantesque. Là, on est vraiment sur un compte qui prenait ma voix
sans revendiquer mon identité. Oui, ça va devenir de plus en plus fréquent parce que, bon, déjà il y a 2 semaines, il y a une nouvelle boîte qui est sortie, ils ont présenté leur démo, ça s'appelle Delphi, et ils proposent de créer un clone virtuel. My next question is, how am I going to prevent someone else from creating a clone of myself? We manually verify every user who signs up to create a clone by requiring a photo of them holding their ID. This ensures... J'adore leur présentation parce que c'est tellement naïf. Le use case, c'est tu te crées un avatar à partir de toi-même, qui est donc une vidéo de toi, enfin à partir de quelques photos, et tu peux l'envoyer en meeting, et c'est une IA complètement autonome. Donc en gros, tu lui donnes, tu l'entraînes sur tes données de tes conversations, etc., et certaines données que tu as envie qu'il transmette, des connaissances de ta boîte, etc., et ensuite tu peux l'envoyer en meeting, et il interagit avec des gens en se faisant passer pour toi. Si tu as envie de faire 10 meetings en même temps, tu peux le faire aussi. Donc ça a une application intéressante dans le domaine du business, mais par contre, ça a aussi quand même une utilisation beaucoup plus intéressante financièrement parlant dans le domaine des arnaques, ou juste de prendre l'apparence de quelqu'un et de se faire passer pour lui, de rejoindre un meeting en se faisant passer pour quelqu'un, etc. Donc la façon dont ils adressent ce problème, alors il y a une petite vidéo, un entretien avec le PDG où il explique tout ça à une journaliste. Donc la journaliste lui pose la question, qu'est-ce qui m'empêche de créer un compte avec votre image et de me faire passer pour vous? Donc, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de se faire passer pour moi? Et j'adore la réponse. La réponse c'est mais vous en faites pas. Pour créer un compte sur notre système, il faut que l'utilisateur envoie une photo de lui avec sa carte d'identité dans la main. Donc là, on oublie un petit peu qu'on est aussi dans un monde où les photos peuvent être générées par l'IA de façon complètement réaliste, et que là, il y a déjà un gros problème où tous ces systèmes d'authentification où tu montres une carte d'identité deviennent de moins en moins robustes. Donc très certainement d'ici 1 an c'est foutu et on peut plus vraiment authentifier les gens comme ça. On voit la puissance aujourd'hui de Midjourney 6 points, de Flux qui vient de sortir là, qui est juste hallucinant, et puis des IA qui permettent, comment il s'appelle, c'est Magnifique AI, qui permet encore de rendre plus réalistes des images déjà générées qui sont déjà super réalistes. Ouais, moi je me suis rendu compte la semaine dernière que j'ai passé un point où je suis plus capable de savoir si une image est vraie ou fausse. Donc jusqu'à il y a encore quelques semaines avant que Flux sorte. Je pense que c'était encore assez facile de discerner les images générées par IA et celles non, si on est un peu entraîné et qu'on a l'œil. Ouais, mais des personnes qui sont habituées à ça encore, elles peuvent encore décerner ça sur des images qui sont un petit peu pas terribles. Mais maintenant, comme tu dis, moi aussi, c'est mon grand jeu, et puis avec quelques potes on fait ça, avec Franche entre autres, on s'envoie des images, et elle est générée, celle-là où elle est pas générée. Et maintenant, on se fait de plus en plus savoir, quoi. C'est affolant. Et c'est notre grand jeu depuis des années. Hein. Ce qui est intéressant, ça va être l'aspect, les images sont vraies, mais tout le monde en doute. Je pense qu'on réfléchit un petit peu trop à l'aspect les gens peuvent créer des fausses images et ça va créer des problèmes. Mais en fait, le problème il est plus global que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces fausses images existent, on a aussi perdu la faculté de savoir si une image est vraie, dans le sens où toute image à laquelle on va être présenté, on va pouvoir dire en fait elle est fausse. Et c'est ce qui s'est passé avec Trump récemment. Donc il y a eu cette photo d'un meeting de Kamala Harris qui sortait de son avion. Il y avait une foule immense pour l'accueillir. C'était une vraie photo. Mais Trump a juste dit ça c'est une image générée par IA, c'est du fake news. Putain. Et puis voilà, en fait maintenant c'est possible de faire ça, donc ça donne une arme, une nouvelle arme à l'arsenal des gens qui veulent mentir. On est en pleine contre-vérité, quoi. Enfin, l'ère de la post-vérité, quoi. Ouais, on va pouvoir remettre en cause n'importe quelle vidéo, n'importe quelle image, n'importe quelle photo réelle à cause des IA, quoi. En fait, un bon exemple aussi, c'est un candidat de gauche aux législatives slovaques qui a été victime d'un deepfake 48 heures avant le scrutin. Et en fait, dans ce deepfake, on l'entendait conspirer avec une journaliste pour racheter des voix de certains électeurs et puis manipuler l'élection. Et du coup, c'est finalement son concurrent de droite qui a été élu. Et il faut dire que les deux candidats étaient vraiment presque à égalité en termes de voix. Et donc, on estime que le deepfake a vraiment eu un impact considérable sur l'élection, quoi. Donc, des deepfakes qui peuvent amener à une élection plutôt qu'une autre, c'est déjà une réalité aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est vrai que quand deux candidats sont coude à coude, c'est vite fait de faire basculer le truc, quoi. Je veux dire, déjà qu'on a eu de la manipulation d'élections à fond récemment sans qu'il y ait des IA génératives. À partir du moment où on peut vraiment profiler les gens et leur créer non plus juste leur recommander du contenu qui leur va, mais leur proposer du contenu qui va être capable de les persuader de façon beaucoup plus directe en leur parlant, etc. Alors là... D'ailleurs, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est du scandale là, lié à Facebook il y a quelques années. Comment il s'appelle ? Cambridge Analytica. Le scandale de Cambridge Analytica, c'est exactement ça, quoi. Il me semble que c'est des données qui ont été extraites de Facebook
pour connaître les personnes, les avis politiques des personnes et de cibler ces personnes-là par le camp adverse. Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça de mémoire. Alors on se dirige vers quelque chose, mais qui est quand même beaucoup plus ciblé. On parle vraiment d'un système qui va pouvoir targeter chaque individu. Alors en analysant le contenu qu'il met en ligne, on peut faire un profiling très précis de l'individu, mais ensuite, non seulement, ça existe déjà, hein, tout le contenu qu'on met en ligne, il est utilisé pour les algorithmes de recommandation, mais maintenant, on va pouvoir avoir du contenu qui va être généré exclusivement pour chaque personne, et qui va vraiment plus être du contenu de masse comme une vidéo YouTube qui est recommandée à telle personne, mais vraiment, par exemple, une fausse vidéo YouTube avec un YouTuber qui dit des choses. Cette vidéo YouTube n'est vue que par une personne, et elle a été créée spécifiquement pour persuader cette personne de voter pour tel candidat dans telles élections. Ça, c'est une situation qui va peut-être bientôt arriver. Ouais, avec les bots conversationnels qui vont derrière, en plus. Ouais, c'est vraiment le rêve de tous les propagandistes de l'histoire, quoi. Parce que jusqu'ici, ok, tu disais peut-être que je vais dire que je suis pour ci ou contre ça, pour le nucléaire ou contre, par exemple, en fonction de que pensent mes électeurs, etc. Il y avait déjà un peu ce genre de raisonnement-là. Mais là, tu vas carrément pouvoir interpréter le programme politique un petit peu différemment en fonction de qui c'est qui est en face de toi. Enfin, c'est vraiment de la propagande de masse, mais personnalisée, quoi. Ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Et tu vas voir avoir un gourou derrière chaque personne qui leur dit quoi faire dans leur oreille. Ouais, putain, c'est juste la folie. Messieurs, je voulais juste qu'on revienne rapidement sur l'IA Act, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous m'aviez parlé de personnes célèbres qui ont été liées à l'IA Act et qui avaient des intérêts dans des grands groupes d'intelligence artificielle. Ce qui s'est passé pendant la mise en place du AI Act, la France a soudainement changé de position un jour avant un vote qui était assez crucial et qui a un peu remis en question tout l'agenda de la mise en place de ce projet de loi, etc. Ce qui s'est passé derrière, en gros, il y a Cédric O, qui était le secrétaire d'État chargé du numérique, qui, jusqu'à il y a quelques années, il était vachement pro-régulation. Et puis, il a démissionné et il a cofondé Mistral, donc qui est la boîte d'intelligence artificielle française. Et d'un seul coup, il est devenu lobbyiste. Son rôle dans une boîte comme ça va être le fait qu'il soit un bon ami de Macron, qu'il soit allié avec tout le monde dans le gouvernement, etc. C'est quand même très pratique quand on crée une start-up d'avoir ce genre de connexion. Donc voilà, lui, il a cofondé cette boîte, il a 23 millions d'euros d'investissement dedans. Il a été flagué par la haute autorité pour la transparence de la vie publique sur ce conflit d'intérêts potentiel. Mais vraiment, ça l'a pas empêché de faire son lobbying. Donc ce qu'il a fait, c'est que d'un seul coup, il s'est mis à dire « Attention, le AI Act va tuer Mistral. Si jamais le projet de loi passe tel qu'il est, tel que le brouillon actuel existe, si ça c'est enacté, ça va tuer ma compagnie Mistral. » Donc il est allé parler à Macron, il est allé parler à plein de gens dans le gouvernement. Et d'un seul coup, la France a changé sa position. Bon, il y a d'autres personnes, il n'a pas été seul à faire ça. En France, ça a été lui principalement. En Allemagne, il s'est passé un peu la même chose avec une autre start-up d'IA allemande. Et voilà, d'un seul coup, la France a fait volte-face sur un projet de loi qui va toucher 450 millions de personnes, il me semble que c'est ça la population de l'Europe, pour les intérêts d'une start-up française avec 5 employés. C'est pas une question il n'y a pas besoin d'être énormément de gens. En gros, le Mistral, c'est des gens de DeepMind, de Google DeepMind, qui ont créé leur propre boîte et qui ont ramené toute leur expertise. Et après, une fois qu'on a créé ce genre de modèle une fois, pour le refaire, c'est surtout une question de ressources. Il faut accéder à beaucoup de processeurs d'intelligence artificielle. Et après, oui, ils ont montré que c'est tout à fait faisable d'entraîner ce genre de modèle avec juste 5 ou 6 personnes. Bon, c'est pas des modèles qui sont au niveau de ChatGPT pour le moment. Ils sont quand même un cran derrière. Mais ils ont reçu des investissements énormes, donc 5 personnes, qui pour leur profit modifient un projet de loi qui va toucher l'entièreté de la civilisation européenne et en vrai l'entièreté de l'humanité, parce qu'on se place sur des problématiques qui ne vont pas s'arrêter forcément aux frontières de l'Europe. Ouais, c'est affolant. Hein. Et Yann Lequin, il a eu son mot à dire, enfin pas son mot à dire, mais il a intervenu dans l'IA Act ou pas du tout? Ouais, Yann Lequin, c'est le chef évangéliste de Facebook. Donc en gros, Yann Lequin, c'est je voudrais des infos objectives sur Yann Lequin. Alors c'est objectif. Non, c'est objectif. Je vais décrire un petit peu mieux. Donc son poste, c'est Chief Scientist à Facebook. Et il décrit lui-même ses fonctions comme donc direction stratégique de la recherche de Facebook
et évangélisme de l'intelligence artificielle. Évangélisme externe. Donc le mot évangélisme, c'est pas le mien. Hein. Ah, c'est lui qui le dit? Oui. C'est comme ça qu'il a décrit son job. Oh, mais ces gens qui disent que l'intelligence artificielle est dangereuse sont vraiment des personnes religieuses et irrationnelles. Ils utilisent tous les vocabulaires religieux ou je sais pas quoi. Et lui, il parle d'évangélisation de l'IA, de nouvelle renaissance grâce à l'intelligence artificielle. Mais c'est nous qui avons du vocabulaire religieux, bien sûr. Et donc Yann Lequin, hormis d'être le chief scientist de Meta, enfin de Facebook, c'est quand même un grand génie de l'IA, Yann Lequin. Donc Yann Lequin, c'est quelqu'un il a reçu le prix Turing avec Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton. Il y a 3 personnes qui ont reçu le prix Turing pour l'invention des réseaux de neurones profonds, il me semble, ou leur travail, leur contribution à l'invention des réseaux de neurones profonds. Le prix Turing, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel en informatique. Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, quand GPT-4 est sorti, ils ont eu un moment de réalisation, ils se sont rendus compte, ça va beaucoup trop vite. Et depuis, ils ont tout lâché pour faire de la sensibilisation et faire passer un message du style faut qu'on s'arrête parce que sinon on est très mal. What's the most positive is that there's growing awareness, both of the positive capabilities, but also the dangers. And that is the most important thing that needs to continue happening so that we act with caution so we can benefit from what AI can bring, but not mess up our democracy, our society, or even destroy humanity. Destroy humanity. Donc Yoshua Bengio, il pense qu'il y a 25% de chances d'extinction humaine par l'intelligence artificielle. En ce moment, il est dans une campagne mondiale pour essayer de faire ouvrir les yeux des dirigeants. Geoffrey Hinton, il était head scientist, c'était un peu l'équivalent de Yann Lequin chez Google, et il a démissionné de son job pour pouvoir sonner l'alarme, parce qu'il a dit, tant que je travaille chez Google, évidemment, j'ai un gros conflit d'intérêts, je peux pas parler librement. Donc il a choisi de démissionner, et maintenant, il est aussi dans une mission de faire ouvrir les yeux aux gens sur ce qui est en train de se passer en IA. Donc jusqu'à il y a pas longtemps, il disait qu'il pensait qu'il y avait 10% de chances d'extinction humaine, mais récemment, il a précisé qu'en fait, il pense que c'est plutôt 50%. The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Dr. Geoffrey Hinton's pioneering research on deep learning and neural networks has paved the way for current AI systems like ChatGPT. But in a lengthy interview with the New York Times, Dr. Hinton said he now regretted his work and is worried that AI technology will flood the internet with misinformation. Well, Dr. Hinton also told the BBC the rate of progress is worrying. Right now, what we're seeing is things like GPT-4 eclipses a person in the amount of general knowledge it has, and eclipses them by a long way. In terms of reasoning, it's not as good, but it does already do simple reasoning. And given the rate of progress, we expect things to get better quite fast. So we need to worry about that. Right now, they're not more intelligent than us, as far as I can tell. But I think they soon may be. Et à côté de ça, on a Yann Lequin, qui, donc lui, il continue chez Facebook à être leur évangéliste externe. Donc il est payé un rôle comme ça. Pour mon expérience, avoir travaillé dans ce milieu, je pense qu'il doit être payé c'est sûr qu'il est payé plus de 1 million par an, parce que sinon il se fait vraiment avoir, probablement plutôt dans les 10 millions par an. Et encore peut-être que je sous-estime largement, en fait. Mais je dirais que je serais surpris, en tout cas, s'il est payé moins de 10 millions par an. Et donc lui, il a une rhétorique qui est il n'y a aucun risque. Les gens qui disent qu'il y a des dangers de l'IA font partie d'une secte apocalyptique. Donc c'est marrant parce qu'il a une espèce de gymnastique où il évite quand même de dire qu'il s'adresse directement à ses co-récepteurs du prix Turing. Techniquement, ce qu'il dit, ça s'adresse à Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, parce que eux, ils disent clairement qu'il y a une chance d'extinction humaine par l'IA, qu'il y a un risque catastrophique imminent, etc. Bon, ça, il ne leur dit pas directement. Il dit « Ah, regardez, ces fous qui pensent qu'il y a des chances d'extinction humaine. » Il n'a pas vraiment d'arguments. Donc, ces techniques argumentatives, c'est surtout du ad hominem, des mensonges. Il utilise vachement la loi de Brandolini. La loi de Brandolini, ça dit la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Donc, c'est la méthode utilisée par les Donald Trump, etc., qui consiste à balancer plein de mensonges. Et au final, il n'y a personne qui aura le temps de passer derrière et de réfuter toutes les tromperies, tous les mensonges, parce que c'est extrêmement énergivore, il faut plus de temps. Et je crois qu'on l'appelle aussi la loi de l'asymétrie de la connerie ou un truc comme ça, je crois.
Oui, c'est ça, c'est un truc comme ça. Ben, ça marche bien, surtout dans un domaine comme ça, où qui est très technique, très pointu. Donc il se permet en gros de sortir des trucs, des arguments techniques. Il va falloir pas mal d'expertise pour arriver à les réfuter. Et il y a des chances pour que ce soit vrai ce qu'il dit, mais c'est pas du tout le consensus scientifique. Et bref, c'est très flou, mais il présente ça comme si c'était la réalité. Donc en gros, un des arguments qu'il avance tout le temps, c'est de dire que les modèles actuels ne sont pas les bons et vont s'arrêter de fonctionner bientôt. On va pas avoir des améliorations qui donnent lieu à l'émergence de capacités dangereuses. Et lui, il présente ça comme si c'était la réalité, 100% de chances que ça se produise. Il considère même pas la possibilité que peut-être il est tort. Sachant qu'on parle de quelqu'un qui a aussi un énorme historique de prédictions fausses, donc c'est assez rigolo. Il faudrait vraiment qu'on compile un jour une liste de ses prédictions, parce que c'est quelqu'un qui, avant chaque sortie d'un nouveau modèle, est en train de dire ça, ce sera jamais possible. Et ensuite, ça se produit. Par exemple, quand Sora est sorti, le modèle de OpenAI, qui est capable de générer des vidéos ultra réalistes, une semaine avant, il y avait des entretiens de Yann Lequin où il était en train de dire jamais les modèles actuels ne seront capables de créer des vidéos réalistes. Il fait aussi des prédictions qui sont déjà fausses au moment où il les fait. Par exemple, il continue à dire que les LLM ne pourront jamais modéliser le monde physique. Et il a cet exemple qu'il donne où il dit, OK, si je pose un verre sur une table et que je bouge la table, donc je demande au LLM qu'est-ce qui se passe. Le LLM ne va pas être capable de comprendre que le verre se déplace avec la table. Et on peut tester, on peut aller dans ChatGPT et poser la question et on voit que oui, ChatGPT comprend très bien ce qui se passe. Donc ça typiquement, à ce stade, je dirais que c'est un mensonge. Donc c'est toujours un petit peu flou de pouvoir dire est-ce que les choses sont des mensonges ou juste des formulations un peu trompeuses. Mais là, on a quand même atteint un niveau de recherche où on a beaucoup de papiers de recherche qui montrent que les LLM créent ce qu'on appelle des world models, des simulations du monde à l'intérieur. Et lui, il se permet toujours de dire que c'est pas le cas, sachant qu'il n'y a aucune recherche qui va dans ce sens-là. Et toute la recherche va dans le sens inverse. Je pense qu'il est au courant de ce qu'il fait. Oui, en termes d'expert en IA, quand même, le mec, il doit le savoir. Voilà. Ensuite, son niveau d'expertise, alors ça, c'est marrant. J'ai quand même envie d'en parler, même si c'est un peu un secret de polichinelle que cette personne n'est pas si compétente qu'on le pense. En gros, tous les gens qui le connaissent, à qui j'ai parlé, ont tous la même histoire. C'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation où il est entouré de gens plus intelligents que lui. Et il est un petit peu dépassé par ce qui se passe. Et du coup, il est obligé de parler fort. En gros, tous les gens qui ont été dans une réunion avec lui me disent c'est quelqu'un d'assez horrible à voir en réunion. Un collègue assez toxique. Tu sais, la personne qui va parler super fort, qui t'interrompt tout le temps. Après, ça se voit aussi très bien quand tu regardes ses interactions sur Twitter. Hein, son mode de conduite sur Twitter, ça va être d'insulter ses opposants, d'utiliser des attaques ad hominem dans tous les sens. Ouais, donc voilà le genre de personnage. Et malheureusement, c'est un mec qui a atteint professionnellement son niveau d'incompétence, quoi. Oui, c'est-à-dire que lui, il n'est pas du tout compétent dans les modèles d'IA actuels. Enfin, il est compétent parce qu'il s'y connaît en IA, mais en gros, lui, sa spécialité, c'est pas les modèles qui existent en ce moment. Et d'ailleurs, il y a des théories qui pensent que peut-être que la raison pour laquelle il est toujours en train de dire ça va s'arrêter de marcher et tout, c'est parce que c'est pas du tout les modèles sur lesquels il travaillait, lui. Et du coup, il est peut-être un peu véreux à cause de ça. Mais bon, voilà, il faut quand même comprendre que c'est quelqu'un qui ne connaît rien en alignement, en interprétabilité, etc. Vu les choses qu'il dit, vu la lettre il a signé une lettre aussi pour le président des États-Unis qui contient ce que j'appellerais un mensonge, ce que d'autres personnes appelleraient un signe d'incompétence. Il dit que le problème du contrôle des IA a été résolu, qui est complètement faux. Donc ça veut dire qu'il connaît absolument rien en interprétabilité, en alignement, etc. Donc voilà, on est dans une situation où cette personne est devenue extrêmement influente, est devenue extrêmement respectée en France particulièrement. Donc il est chevalier de la Légion d'honneur. Les médias là, le présentent comme un académicien, comme un chercheur en IA, sans jamais dire que, attention, il est quand même évangéliste de l'IA pour Facebook, peut-être que il faut nuancer un petit peu ses propos, peut-être qu'il y a après, c'est souvent le biais français, quoi. C'est que c'est un Français, donc on est fier de lui, il a un prix Turing et tout. Les médias sont souvent brossés les Français dans le sens du poil par rapport aux concurrents étrangers, quoi. Pour ceux qui ont suivi un peu les choses qui s'étaient passées pendant le Covid, je trouve que c'est vraiment fascinant le nombre de parallèles que l'on peut tracer entre Yann Lequin et Didier Raoult. Ah oui, à ce point-là. Franchement, c'est impressionnant. C'est quelqu'un qui était respecté, qui est dans des instituts relativement prestigieux, qui ont des équipes, énormément d'équipes à leur charge, etc., qui sont présentées dans tous les médias comme étant les plus grands spécialistes mondiaux, etc. Et pourtant, Didier Raoult est tombé du jour au lendemain quand on a découvert tout un tas de choses sur lui. Est-ce qu'il va se passer la même chose avec Yann Lequin
Je sais pas, j'irai pas jusque-là, on verra. Mais en tout cas, je trouve fascinant le nombre de parallèles qu'on peut faire entre ces deux cas. Ouais. C'est le stéréotype enfin, je pense que c'est un pattern qui se répète ad aeternam. Une personne qui a un ego surdimensionné, qui est très toxique, qui se retrouve à un poste extrêmement important et qui maximise ses intérêts privés à l'encontre de tout le reste de la population. Et probablement, il se convainc lui. Enfin, je pense qu'il s'est convaincu lui-même qu'il avait raison. Hein. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui est très bon en termes de réflexion stratégique et plutôt de rhétorique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'utilise pas des arguments logiques ou bien construits et qui va plutôt aller se réfugier direct vers des arguments d'autorité, des attaques personnelles, etc. En général, quand les gens sont dans ce pattern-là, ils n'ont pas des modèles du monde très bien construits dans leur tête et ils vont être probablement le héros de leur propre vie. Et il est en train de faire des dégâts immenses pour persévérer dans son illusion. Et ben ça balance pas mal chez Posilla contre Yann Le qui en dirait. Hein. Là, ouais. C'est qu'à un moment, il y en a marre, quoi. Juste, je sais pas quelle est la meilleure stratégie contre les gens comme ça. En vrai, il faudrait que je passe un moment à y réfléchir. Genre, malheureusement, ça marche très bien. Hein. On voit que Trump, ça marche bien, sa technique de balancer des mensonges dans tous les sens. Et il arrive à toucher tous les gens, en fait, qui ne sont pas... En fait, je pense que n'importe qui est assez bien formé à l'argumentation, à la rhétorique, peut passer du temps à analyser un petit peu tout ce que Yann Lequin a à écrire et se rendre compte que, il n'y a pas grand-chose, et arriver à se rendre compte, qu'est-ce que c'est ces vrais arguments de fond derrière. Il y en a un seul, c'est l'argument que les LLM vont s'arrêter de fonctionner bientôt. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, ok, mais si jamais il a tort, genre, quelles sont les chances que ce soit vrai? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des chances que ce soit pas le cas? Si jamais c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Et bon, c'est quand même très facile de déconstruire ce qu'il dit d'une façon logique. Mais c'est vrai quand on voit le pouvoir qu'il y a eu Didier Raoult pendant le Covid, c'est vrai que même le président il allait le voir, le nombre de millions de Français que ça a convaincu, c'est un truc de malade. Hein. Alors que dans la communauté scientifique, on disait bien que attention, Raoult il dit des conneries quoi. Enfin c'est hallucinant quoi. Ouais. Je pense qu'il y a toujours des gens qui sont convaincus. J'ai parlé à pas mal de gens. Oui, non mais carrément. Ouais. Messieurs, je vous propose qu'on arrête sur Yann Lequin. Je crois que vous avez une grosse dent contre lui. Donc on va passer à autre chose. Rapidement, est-ce que vous pouvez me dire concrètement le pouvoir que peut avoir une association comme Posilla à l'international ou en France, principalement en Europe, quand on sait que la plupart des IA sont développées chez nos alliés américains? Donc déjà en France, Posilla, sa raison d'être, c'est vraiment arriver à sensibiliser les décideurs français sur les enjeux de l'IA, donc éduquer les politiques. Pourquoi on fait ça? En quoi la France a une importance? La France a une importance pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il va y avoir le sommet de l'IA qui est organisé en France en février 2025. Le sommet de l'IA, ça s'appelait le sommet de la sécurité de l'IA encore l'année dernière. Le premier a été organisé en Angleterre, du coup en novembre de l'année dernière. Et ça a été un beau moment où les dirigeants ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des enjeux assez élevés en IA. Et ils ont mis en place cette série de sommets internationaux. Et la France est censée organiser le prochain. Et la France a décidé de renommer ça, depuis le sommet de la sécurité de l'IA, vers le sommet de l'action de l'IA. Et a complètement, pour le moment, enlevé les idées, les notions de sécurité. Putain, c'est dingue. Des groupes de travail. L'idée, c'est on va essayer de retourner cette situation et de faire en sorte que les politiciens ouvrent les yeux sur comment est-ce que les IA fonctionnent, pourquoi il y a des dangers, etc. C'est pas très compliqué à comprendre, donc on a bon espoir qu'on va y arriver une fois qu'on arrive à démêler un petit peu le vrai du faux. Donc il y a cette raison-là pour laquelle la France est importante. Et puis globalement, voilà ce que j'ai dit, la France est en ce moment en train d'essayer de créer un espace dérégulé pour que des boîtes américaines puissent venir s'implanter ici et rapporter leurs investissements. Donc c'est une des raisons pour laquelle la France est stratégiquement importante. C'est-à-dire que c'est possible qu'on arrive dans un monde où la Chine et les États-Unis sont OK pour signer un traité pour arrêter la recherche dans les modèles les plus dangereux, mais la France refuse de signer parce que les politiciens pensent que c'est des folies de complotistes sectaires ou je sais pas quoi. Et on veut éviter cette situation à tout prix. Et la France a une influence énorme en Europe aussi. Hein. Et puis on a Mistral, on a des boîtes d'IA quand même assez qui sont pas au niveau des meilleures. Mais un truc qu'il faut dire, c'est que Mistral n'a pas de business plan. Donc, en gros, il y a des startups d'IA comme Mistral. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de business plan. C'est des boîtes qui sont vraiment basées sur la spéculation qui existe en ce moment en IA. C'est des gens qui sont talentueux, qui disent hey, nous on va créer une IA, etc. Ils n'ont pas vraiment de façon de concurrencer
les gros acteurs en ce moment comme OpenAI, DeepMind, etc. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est Donc, pas le cas un peu de toutes les grandes entreprises qui travaillent sur l'IA? Est-ce qu'il y a réellement des business plans aujourd'hui fiables qui se basent que sur l'IA? Il me semble pas qu'on puisse aujourd'hui, une entreprise peut vivre que grâce à l'IA aujourd'hui. Disons que je pense, en gros, ils sont pas rentables pour le moment, mais ça reste quand même un bon pari dans le sens où OpenAI a quand même créé le logiciel qui est le plus utilisé au monde, qui s'est retrouvé le logiciel le plus utilisé au monde en quelques mois, et qui n'est pas utilisé pour rien. C'est-à-dire que moi, j'utilise ChatGPT, j'utilise pas ChatGPT, j'utilise Claude, mais genre ces IA, je les utilise littéralement des dizaines, peut-être des centaines de fois par jour, et ça a multiplié ma productivité, mais genre un truc incroyable. Pour moi, c'est le logiciel le plus utile qu'on m'ait mis entre les mains de ma vie, je pense. Et concrètement, comment ça a augmenté ta productivité, un logiciel pareil? Alors bon, mon cas est un petit peu particulier, mais bon, j'ai créé un système, comme je travaille en intelligence artificielle, je prends des notes sur tout ce que je fais. J'ai des IA du coup avec lesquels je communique qui me disent ce que j'étais en train de faire. Par exemple, il y a une semaine, j'ai vraiment un assistant personnel qui m'aide énormément. À chaque fois que je dois rédiger quelque chose, je le fais peut-être 10 fois plus vite. Donc avant, si je devais rédiger un long email difficile, je devais vraiment tout faire à la main. Maintenant, ce que je fais, c'est que je parle. En gros, je dicte mes idées rapidement dans une note. Ensuite, j'envoie ça à une IA qui me fait une première passe de mise en forme, qui extrait toutes les idées, qui met ça bien. Ensuite, je fais une deuxième passe moi-même où je corrige ce qui me convient pas. Et en 10 minutes, j'ai fait un travail qui me demandait peut-être 3 heures avant. Donc, par exemple, quand j'écris des communiqués de presse, écrire un communiqué de presse, avant, ça m'aurait pris peut-être 2 jours. Maintenant, je peux faire ça en 1 heure. Donc, tout dépend des tâches qu'on fait. Tout dépend des tâches et tout dépend aussi de savoir bien utiliser ces systèmes. Pour programmer aussi, ça m'a rendu tellement plus efficace. Genre, je peux créer un programme pour tout ce système d'IA que j'ai créé là pour m'assister. C'est codé en Python. J'ai créé ça en juste peut-être 3 jours de travail. Là où si j'avais pas pu utiliser justement les IA pour m'aider à créer ça, je l'aurais fait en peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, 1 mois ou 2. Donc la clé, c'est de vraiment savoir bien les utiliser. Et là, pour le moment, on est encore dans une situation où il n'y a pas encore beaucoup de gens, je pense, dans le monde qui ont compris comment utiliser ces IA le plus efficacement possible, c'est-à-dire qu'ils voient leurs points forts et leurs points faibles, qu'ils exploitent leurs points forts sans se focaliser sur leurs points faibles. Donc non, je ne m'attends pas à ce que OpenAI fasse faillite du jour au lendemain, même s'ils ne sont pas rentables pour le moment. Et s'ils continuent d'améliorer leur modèle, ils ne devraient pas avoir trop de problèmes. Et est-ce que c'est pas, au niveau éthique, est-ce que c'est pas un petit peu problématique d'utiliser tant d'intelligence artificielle alors qu'on fait partie de POSIA qui promeut les risques liés à l'intelligence artificielle? Alors, on va pas se mettre des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. En fait, en vrai, on arrive quand même dans un monde où il va falloir ouvrir les yeux. Les gens qui n'utilisent pas d'IA ne vont plus avoir d'impact sur le monde. C'est-à-dire que je suis pas capable moi-même d'envoyer des emails extrêmement bien rédigés à des centaines de personnes par jour, etc. Là, les gens qui vont avoir le plus d'impact dans le monde, bientôt, ça va être les gens qui utilisent l'IA au maximum. Et si les gens qui essayent d'arrêter l'IA décident de ne pas l'utiliser, eh ben, adios. Ouais, c'est comme les gens qui essayent de mieux réguler les réseaux sociaux, s'ils communiquaient pas du tout dessus, juste personne les entendrait. Ou les gens qui doivent aller par exemple au COP international et qui doivent prendre l'avion pour y aller, ils y iraient pas. Enfin, on est toujours obligé d'être dans une certaine forme de contradiction par rapport à tout. On est obligé de vivre avec le système dans lequel on vit, quoi. Ouais, même clairement. les gens qui sont contre le capitalisme, ils vivent dedans. Et puis ils vivent pas ils peuvent pas appliquer tous les principes qu'ils voudraient dans leur système idéal, quoi. Ils sont obligés de vivre là-dedans. C'est pas spécialement une contradiction de toute façon, parce qu'on n'est pas en train de dire aux gens arrêtez d'utiliser ChatGPT. Nous, on est en train de dire aux gens qui sont en train de créer ChatGPT arrêtez de créer des systèmes dangereux. Je mets pas la culpabilité du tout sur les gens qui sont en train d'utiliser ChatGPT ou d'utiliser des modèles d'IA. Pour moi, la culpabilité, elle est et les gens qui sont en train de créer des systèmes extrêmement dangereux. Des IA surhumaines, en vrai, si on arrive vraiment à prouver que on arrive à créer des IA surhumaines qui sont absolument alignées et puis que ça crée un paradis sur Terre pour l'humanité et les autres animaux, moi, j'ai envie de dire banco, c'est génial, mais on n'y est vraiment pas du tout et c'est vraiment pas la direction qu'on prend, quoi. Ouais. Après, la question intéressante, c'est on met quand même en place des lignes rouges. Donc on va pas, comme j'ai dit, on va éviter d'utiliser des IA pour générer des images. On va aussi mettre en place des lignes rouges dans le sens où on n'aura pas un agent autonome de POSIA qui se met à contacter plein de personnes. Ça fera partie des choses qui ne sont pas autorisées.
Mais malheureusement, on risque de perdre à cause de ça. Parce qu'à partir du moment où on arrive dans un monde où une personne est capable de parler automatiquement à 1 million en disant des agents autonomes, et que nous, on a décidé de ne pas le faire, on risque déjà d'avoir un désavantage stratégique et d'avoir perdu d'avance. C'est pour ça qu'on essaye de foncer pour arriver à reprendre le contrôle avant qu'on en soit à ce point-là. Alors messieurs, ça fait déjà beaucoup, ça fait longtemps qu'on discute. Moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir rapidement à d'autres points problématiques qui pourraient arriver à cause des intelligences artificielles. Moi, j'aurais juste précisé que effectivement, au-delà des risques existentiels, il va y avoir énormément de métiers qui vont être impactés les prochaines années. On risque d'avoir des vagues de chômage assez dingues, plus ou moins dingues, on ne sait pas. Mais voilà, le monde va vraiment changer. Il y a aussi les vagues d'assistants, comme tu nous as parlé, Maxime, l'assistant que tu as développé toi-même. Il y a des assistants vocaux qui vont être, nos assistants vocaux vont être encore plus améliorés ces prochaines années. Et c'est vrai qu'elles vont venir grappiller, enfin pas grappiller, mais elles vont venir s'implanter de plus en plus dans nos vies personnelles, pour le meilleur et pour le pire. Donc je vous laisse réfléchir sur les autres risques qu'on n'a pas abordés. Mais avant d'en parler, j'ai envie qu'on finisse sur une petite note positive. Je vais vous demander de switcher votre mindset et d'imaginer qu'on est des IA parfaitement alignés avec les volontés humaines ou le bien humain, les objectifs humains. Et est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots comment vous imaginez une société idéale avec des IA puissantes, bénéfiques pour tout le monde? Ça n'existe pas. Pour le moment, personne n'a réussi à trouver. En fait, personne n'a réussi à imaginer un scénario cohérent pour le moment où une intelligence surhumaine existe et cohabite avec des humains. Pour moi, c'est quand même une des raisons pour lesquelles je me méfie le plus. Alors, désolé de dérailler ta fin positive, mais ça va être assez difficile d'arriver à résoudre ça là tout de suite. Je sais pas si tu as une idée, Shaiman. Oui, un monde dans lequel, grosso modo, on peut simplifier en disant que la quasi-totalité des problèmes qu'on a aujourd'hui sont globalement des manques de connaissances et de compétences. Une super intelligence qui serait plus compétente et donc plus intelligente aussi que nous pourrait résoudre en réalité la plupart des problèmes du monde, quoi. On pourrait avoir une énergie quasiment infinie, guérir toutes les maladies, résoudre les problèmes de la faim dans le monde, de la pauvreté, etc., etc. Alors c'est une approche qui peut paraître très techno-solutionniste, et généralement je suis contre le techno-solutionnisme. Mais si on arrive à créer effectivement un système qui a des ordres de grandeur plus intelligents que toute l'humanité, et puis que ce système est réellement aligné avec les volontés humaines, effectivement on pourrait vivre dans ce qu'aujourd'hui on considérerait être une utopie. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui pourrait probablement être considéré comme une utopie par des gens d'il y a même pas 1000 ans, quoi. Si on disait le taux de mort infantile. Voilà, de façon générale, le fait qu'on puisse se déplacer à des centaines de kilomètres par heure, le fait qu'on ait été sur la Lune, le fait qu'on puisse communiquer à distance instantanément avec des gens à l'autre bout du monde, enfin, c'est des choses qui paraissent complètement what the fuck et très utopiques à des gens d'il y a 1000 ans. Donc, est-ce que c'est fondamentalement impossible que le monde dans 1000 ans ou bien dans beaucoup moins ressemble à un monde qui aujourd'hui nous semblerait utopique? Pas forcément, enfin il y a une certaine probabilité, quoi. Mais pour ça, il faut investir massivement dans la sécurité de l'IA et puis mettre en pause les systèmes les plus dangereux, parce que c'est vraiment pas la direction qu'on prend aujourd'hui. Alors juste pour rebondir rapidement, comme tu le disais, il y a 200 ou 300 ans, par rapport à il y a 200 ou 300 ans, on a gagné énormément en confort, on a réduit drastiquement notre temps de travail, on a de la protection sociale, on a des congés payés, on mange à notre faim sur la plupart de la planète, pas partout malheureusement, on a l'espérance de vie qui a explosé, la réduction incroyable de la mortalité infantile. C'est vrai qu'on vit un petit peu, comme tu l'as dit, dans une utopie pour les gens d'il y a 200, 300 ans, quoi. On s'en rend pas compte, hein. Moi, ouais. Mon propre grand-père me racontait que lorsqu'il a dû se faire opérer des amygdales, il devait tenir lui-même le plateau sur lequel il y avait les outils de chirurgie pour lui enlever les amygdales, et sans aucune anesthésie. Donc, c'est complètement fou. C'est mon grand-père, mon propre grand-père, alors que j'ai 20 ans. Donc vraiment, on se rend pas compte d'à quel point le monde change à une vitesse complètement folle. Alors moi, j'ai une anecdote que ma maman raconte souvent. Parce que je crois que c'est mon arrière-grand-mère, si je dis pas de bêtises. Quand elle était jeune, dans son village, tout le monde a eu peur parce qu'une voiture arrivait et que c'était la première fois qu'il voyait une voiture. C'est la folie. C'est fou. Et alors, pour conclure un petit peu, donc la question à laquelle je vous ai demandé de réfléchir, est-ce qu'il y a d'autres risques qu'on n'a pas abordés? Comme tu as dit, les pertes d'emploi en soi, c'est quand même un sujet assez problématique. C'est pas forcément
un danger direct, mais c'est plutôt un danger indirect de chaos social. Qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup là, c'est possible que la boîte qui développe le programmeur autonome, qui est le meilleur du monde en ce moment, qui s'appelle Genie, sorti il y a 2 semaines. Donc une IA pour faire du développement informatique, c'est ça? Développement informatique, c'est ça, de façon complètement autonome. Donc on lui dit les fonctionnalités qu'on veut implémenter, et le truc prend votre code source et implémente tout ça. Globalement, il est capable de s'occuper de 33% des fonctionnalités qu'on lui demande d'implémenter. Si d'un seul coup ça passe à 100%, ça veut dire que d'un seul coup, on a un système qui est capable d'automatiser entièrement tous les programmeurs sur cette planète. Qu'est-ce qui se passe? Genre le choc économique serait absolument massif. C'est-à-dire que si d'un seul coup, ça c'est jamais, c'est assez difficile d'imaginer ce qui peut se passer parce que c'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais soudainement automatisé quelque chose qui permet de remplacer immédiatement du jour au lendemain toute une partie de la force de travail. Donc ça va être intéressant si ça se produit. Et Maxime, toi qui as travaillé dans le développement informatique, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine et il y en a qui sont un peu affolés effectivement pour leur métier dans les années à venir. J'ai un pote l'année dernière qui me disait Matt, non mais tu te rends compte, dans 5 ans je suis au chômage. Et j'en ai un autre qui est très spécialisé dans le développement et qui dit ouais non mais les IA elles pourront développer des petits programmes éventuellement, mais sur des programmes, des gros programmes avec des millions de lignes de code, elles y arriveront jamais. Alors moi je pense qu'elles vont y arriver très bientôt parce que c'est typiquement le domaine sur lequel les LLM vont être au top. Donc il y a des gens qui disent que les LLM vont avoir du mal à conduire des robots, faire des choses dans le monde réel parce qu'elles sont entraînées que sur du texte et ça peut se comprendre. Par contre, justement, le domaine virtuel, c'est du texte, c'est des lignes de code, la structure des données est vraiment similaire. Donc on peut vraiment s'attendre à ce que le LLM masterise le domaine assez rapidement. Donc la clé, ça va être est-ce qu'ils sont capables de masteriser le raisonnement rapidement, et c'est vraiment ce problème-là sur lequel je conseille à tes amis de se pencher. S'ils sont convaincus que non, il n'y a aucune chance que ça masterise le raisonnement bientôt, dans ce cas-là, ils ont encore un petit peu d'avenir jusqu'à ce qu'on arrive à résoudre ce problème-là. Par contre, si jamais on a des LLM qui arrivent à raisonner comme les humains d'ici 1 an ou 2, alors oui, c'est fini, il n'y a plus de raison d'avoir des programmeurs. Et moi, c'est vraiment parce que j'ai eu la même chose qui m'est arrivée il y a 1 an et demi, je crois, où j'ai un ami qui pensait s'inscrire à l'école 42 et se reconvertir en programmeur, et il me demandait mon avis là-dessus, et je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu devrais faire attention, parce que je pense que d'ici 4 ans, on aura automatisé entièrement la programmation, donc je te conseille pas de faire ça. Bon, il m'a pas écouté, il est parti à son école, donc j'espère pour lui que ce sera pas le cas, mais ouais, je pense que les gens devraient commencer à prendre ces questions-là au sérieux et réfléchir à des options selon ce qui se passe dans les prochaines années. Et moi, pour la petite anecdote, je l'ai raconté sur notre live, je crois, mais j'ai une personne dans mon entourage qui travaille dans une agence de com et qui m'a dit récemment, Matt, dans 5 ans, je ne sais pas quel sera les effectifs de notre boîte, quoi. Tellement elle commence à utiliser dans leur boîte des IA génératives pour le texte, pour les images et pour les voix off, quoi. Et toi, Shaiman, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur les risques liés à l'IA? Quelque chose qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup de risques dont on n'a pas parlé, mais j'en pense des dizaines, quoi. Vraiment, c'est Charbel que j'avais interviewé, Charbel Raphaël Ségéry, qui disait que les risques ne sont pas énumérables, et je suis vraiment d'accord avec lui, c'est-à-dire que en plus de tout ce dont on a parlé, il y a des risques au niveau des discriminations qu'il peut y avoir dans ces systèmes. Souvent, ils vont inventer des choses et ça peut créer des problèmes aussi, ce qu'on appelle des hallucinations, la promotion de la pédophilie par le chatbot de Snapchat qui promeut la pédophilie envers les mineurs. Ah ouais, j'ai pas vu passer ça. Et c'est quoi l'IA de Snapchat? C'est quoi? Elle fait quoi l'IA de Snapchat, hormis promouvoir la pédophilie? Elle sert à quoi? Globalement, c'est une sorte d'ami de Snapchat à quelque part avec lequel tu peux discuter. J'avais vu des statistiques assez folles là-dessus, comme quoi il y aurait déjà plus de la majorité des gens, des utilisateurs de Snapchat qui feraient des demandes amoureuses grâce à l'IA de Snapchat, un truc comme ça. Mais donc c'est un chatbot, quoi. C'est un chatbot, exactement. Et typiquement, là, l'exemple qui était donné, c'était une personne de 13 ans qui a demandé à My AI, du coup, qui est l'IA de Snapchat, comment faire au mieux pour organiser un super rendez-vous avec son copain qu'elle a rencontré sur Internet, qui a 33 ans, et My AI qui va lui expliquer comment bien mettre en place les différentes choses pour que ça soit joli et puis que ça soit vraiment cool et tout ça. Et c'est une personne qui a 13 ans, donc, c'est ça? C'est ça, exactement. Et puis il y a les armes autonomes, on n'en a pas parlé, c'est aussi un truc très concret et qui risque de poser de gros problèmes très bientôt. On va bientôt être capable de transformer des drones, on est déjà capable, de transformer des drones en des machines à tuer complètement autonomes. Genre, tu donnes la photo de quelqu'un et puis le drone va se balader, trouver la personne et la tuer.
Ouais, ça risque de poser quelques problèmes, ça, quand ça arrive chez nous. Et actuellement en Ukraine, donc c'est un petit peu la guerre en Ukraine, on utilise de plus en plus de drones, parce que pour contrer les drones pilotés, il y a des problèmes des systèmes de brouillage. Et donc pour contrer ces systèmes de brouillage, eh ben, on implémente de plus en plus d'intelligence artificielle dans les drones, quoi, pour aller atteindre des objectifs. Ça. Et il y a une boîte américaine qui s'appelle Anduril, qui est donc une boîte privée d'armement qui se spécialise dans les technologies de pointe de l'armement et notamment les armes autonomes, qui sont en train de construire une méga usine aux États-Unis pour faire de la production de masse d'armes autonomes. J'aime bien dire plutôt robot tueur plutôt que armes autonomes parce que ça explique un petit peu mieux ce que c'est. Donc ça des drones autonomes, des chiens robots, etc. Ouais, des chiens robots avec des fusils embarqués. J'ai vu aussi un système, c'est un système qui se branche sur n'importe quel type d'arme, qui vient prendre le contrôle sur la gâchette. Enfin, pas sur la gâchette, mais en fait, quand la personne tire, le système en fait filme et cible l'objectif. Et en fait, la personne humaine, elle va cliquer sur la gâchette. Et sauf que le système, il va déclencher le coup de feu pour atteindre l'objectif au bon moment. Et le système, il dit que c'est one hit, one shot, quoi. C'est assez affolant. Ouais, et ça va arriver très bientôt. Donc, les progrès en reconnaissance d'image, etc., ça veut dire que voilà, très bientôt, on a des systèmes qui permettent de contrôler la direction vers laquelle pointe une arme pour ne jamais rater sa cible, quoi. Ouais. Ça va pas être comme dans les films, dans la Star Wars, où les Stormtroopers, ils manquent toujours leur cible. Hein. Dans la réalité, ça va être très bientôt un tir égale un mort. Ouais. Comme quoi, on a déjà bien dépassé la plupart des œuvres de science-fiction, quoi. C'est assez terrible. Et dans les autres joyeusetés, il y a aussi l'armée d'Israël qui a mis en place des systèmes algorithmiques pour désigner les cibles, pour savoir quel bâtiment détruire. Il me semble que grâce à l'IA, l'armée israélienne arrive à créer 10 fois plus, à identifier 10 fois plus de cibles. Ils ont le système Lavender qui fait de la classification de la population, qui essaie de déterminer si c'est un membre du Hamas ou pas, donne un score à tout le monde. Et ensuite, voilà, si ce score est suffisamment élevé, ça justifie une frappe sur cette personne par rapport à un drone. Enfin, ils ont bien automatisé tout le système. Lavender, tu dis ? Ouais. Comme la lavande, c'est ça ? C'est ça, comme la lavande. C'est le nom de l'IA qui désigne les cibles. Comme la lavande. C'est assez poétique, finalement. Vraiment, on vit dans un film de science-fiction dystopique, c'est incroyable. Ouais, mais carrément, mais carrément. Je sais pas si on doit s'en réjouir ou... Enfin bref, le gros geek que je suis a envie de s'en réjouir, mais c'est assez affolant quand même. Messieurs, on a déjà... Tu voulais... Oui, je t'ai coupé, excuse-moi, Shaman. Si vous voulez découvrir une bonne dizaine de risques dont on n'a pas parlé aujourd'hui, je vous invite à écouter la conférence que j'ai donnée qui s'appelle « Ce qu'on ne vous dit pas » sur ChatGPT, qui traite aussi de tous les aspects, genre de la pollution, la désocialisation, plein de trucs dont on n'a pas parlé. Si vous voulez découvrir, être encore plus démoralisé qu'après cette conversation, vous pouvez aller jeter un œil à ça si vous voulez. Ah, tu t'autorises à faire de la pub sur ma chaîne, Shaman. Ah bah bravo. Complètement, là, je suis lancé. Là. Et puis, non, mais pour rebondir là-dessus, ta conférence est vraiment, vraiment top. Vraiment, je vous encourage vraiment à aller voir cette conférence qui, au-delà du risque lié à l'IA, tu résumes très très bien tout le paradigme lié à l'IA en peut-être quoi, 1h20, je me rappelle plus. Donc foncez voir la conférence de Shaman. J'allais dire, en parlant de conférence, j'invite aussi les spectateurs qui sont à Paris à venir à notre conférence le 10 septembre qui s'appelle déjà Danger de l'IA, la France dans le déni, où on va parler justement des dangers de l'IA et aussi de la stratégie de la France et de ce qui est en train de se passer en France. Monsieur Yann Lequin est un membre de la commission de l'intelligence artificielle qui a produit un rapport que voici. Ce rapport a pour objectif d'orienter la politique nationale en matière d'intelligence artificielle pour l'avenir. Donc c'est un document qui a quand même une importance stratégique assez capitale. Ce document, c'est un exemple du manque de sérieux des détracteurs de la sécurité de l'IA. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de travailler sur une contre-expertise approfondie de ce document. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on conclut ? Rejoignez Posia, aidez-nous. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens pour qu'ils rejoignent Posia ? Là, je propose aux gens, selon où ils en sont en fait là, si quelqu'un n'y connaît rien et trouve que c'est un peu bizarre tout ce qu'on dit, juste informez-vous, je conseille le site du Centre pour la sécurité de l'IA français. Leur site web est bien fait avec une description des risques, le nôtre aussi, posia.fr, dessus il y a une page sur les risques de l'IA. Une fois qu'on a compris un peu ce qui se passe, on risque de tomber dans du défaitisme, donc là c'est le moment où il faut passer à l'action, parce que bon, déjà juste pour la santé mentale c'est cool d'agir plutôt que de subir, mais aussi on peut être optimiste. Je pense que étant donné le travail qu'on a réussi à faire en juste 3 mois avec 10 personnes, juste si on doublait nos effectifs et qu'on passait de 10 à 20, genre toute personne qui nous rejoint maintenant va avoir un impact massif
sur le traitement de l'intelligence artificielle par les politiques en France. Et vraiment, enfin, je rejoins Maxime, peu importe si vous pensez que vous n'avez pas assez de compétences, que vous connaissez pas assez bien l'IA, que vous savez pas comment aider ou quoi que ce soit, peu importe, rejoignez le site, inscrivez-vous à la newsletter, rejoignez le Discord et tout, on discute, on va trouver des trucs et ensemble on va pouvoir faire une différence sur tous les dangers dont on a parlé. Oui, et puis d'ailleurs, le Discord, il y a de plus en plus de personnes. Je sais pas combien il y a d'effectifs dans Pose IA officiellement. On a 10 membres très actifs. Et ça, c'est que pour la communauté française, parce que Pose AI, il y a 2500 membres, c'est ça? Ouais, Pose AI à l'échelle internationale est beaucoup plus gros. Par contre, on a plusieurs centaines de volontaires. Ok, et donc qu'est-ce que peuvent faire concrètement les gens? Le plus simple, c'est de rejoindre le Discord, c'est de rejoindre... D'aller sur notre site web et de cliquer sur Agir ou nous rejoindre. En pratique, ça se passe sur notre serveur Discord. Et de toute façon, tous les liens seront en description et aussi vous faites du contenu, des petites capsules pour les réseaux sociaux. Hein. Ouais, on a tout. Voilà, on est sur tous les réseaux sociaux aussi. Donc sur YouTube, sur Instagram, sur X, sur TikTok, sur Threads. Ouais, vraiment partout. Ok, écoutez messieurs, je mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Fantastique, un grand merci pour ce live. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup de ton invitation. Avec plaisir, et puis merci à vous, c'était vraiment super intéressant. Et puis à bientôt, messieurs. Merci à toi, Matt, à bientôt. À bientôt. Un mot de la fin, Cheman? Cucurbitacé. Camoulox. Tartiflette. Allez, ciao, fin du live.